Média Sorare. Média Sorare. Le premier podcast francophone dédié à Sorare. Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du podcast Média Sorare. Pour rappel, Média Sorare, c'est un site d'actualité qui partage des articles, des analyses ainsi qu'un service d'accompagnement personnalisé pour ceux qui désirent se lancer ou s'améliorer dans le jeu. Alors, lors de la précédente édition, j'ai pu accueillir Germain, alias Will Smith, spécialiste de l'achat-revente et fan des championnats exotiques. Et pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir d'accueillir ma deuxième invitée au féminin, Marine, alias Marine Vose, streameuse et manager d'une très belle galerie. Salut Marine. Hello Mehdi, merci pour l'invitation. Écoute, ça me fait très plaisir d'être que tu sois ma deuxième invitée au féminin. Il a fallu quand même attendre, c'est le 25e épisode et c'est seulement ma deuxième invitée au féminin après Marie. Donc je suis content et d'après ce que j'ai compris, tu entends démystifier le fait qu'il n'y ait pas beaucoup ou très très peu de femmes managers sur Sorare, n'est-ce pas ? Exactement. Écoute, pour la communauté, parce que tout le monde ne te connaît pas évidemment, est-ce que tu pourrais te présenter ? Alors, je m'appelle Marine, bon je pense que ça la plupart des gens le savent, j'ai 29 ans. Alors les gens me connaissent sûrement à l'époque parce que je streamais sur Twitch du Fortnite, après j'ai fait du casino etc. et puis maintenant du Sorare un petit peu. Mais j'habite en Hongrie, voilà, je pense que ça c'est la globalité entre guillemets. T'habites en Hongrie ou ça exactement ? À Budapest. Enfin, j'habite à côté de Budapest, mais bon, si je vous donne la ville, personne va connaître, donc a priori, il vaut mieux partir sur Budapest. Non, si tu vas en dehors. Moi, j'ai été 2 fois là-bas, mais bon, au centre, pas aux alentours. Et ouais. Tu es installé là-bas depuis combien de temps ? Depuis, alors je crois que j'ai fait, alors c'est soit ma 9e année, soit ma 10e année, j'ai arrêté de compter, mais ça fait un petit bout de temps maintenant. Ah ouais, quand même. Et qu'est-ce qui t'a amené, si je peux me permettre, à t'installer là-bas ? Extrêmement étrange, c'est qu'en fait à l'époque je jouais au poker, et ça c'est d'ailleurs un truc qui ressort beaucoup sur Sorare, j'ai remarqué, mais à l'époque je jouais au poker, je suis partie dans un autre pays, etc. J'ai voulu revenir en Europe et je savais pas où aller, je voulais pas revenir en France, ça c'était une certitude, et je me suis dit bon, on va checker un petit peu. J'avais tapé, bon j'avais 19 ans donc j'ai des excuses, j'ai tapé pays pas cher Europe, on m'a fait un top 5, je crois que la Hongrie était top 2 ou top 3, un truc comme ça. J'ai pris un billet, je suis arrivé, la ville était super et je suis resté. En gros, c'est plus ou moins ça. Incroyable. Bon, alors, après 9-10 ans, je présume que tu maîtrises, c'est quoi ? C'est le magyar, c'est ça Pas du tout. Alors, bon, j'ai pas vraiment d'excuses, mais alors malheureusement, je sais pas si je peux dire ça parce que c'est de ma faute, mais je ne parle pas du tout la langue. Enfin, je connais les mots, la politesse, etc. Mais je serais incapable de tenir une conversation ou de comprendre quoi que ce soit. Et comment tu converses en anglais alors ? Ouais, en anglais. Parce qu'ils sont beaucoup moins nuls que nous en anglais, donc c'est plus facile. Beaucoup plus simple. Et à la base, tu es originaire de quelle région ? Je suis née dans le 72 au Mans, et puis après je suis partie un petit peu dans le 76, et puis après dans le 93 avant de partir de France. Et mais je suis partie assez tôt parce que je suis partie à 18 ans et demi, donc. Ok. Et pour finir, dans la vie, tu fais quoi ? Si tu me dis que tu streamais, que tu streames encore un peu, je présume que tu fais autre chose. Ouais. J'ai streamé pendant 5 ans. C'est un peu ce qui a lancé tout ce que je fais maintenant. Mais en gros, j'ai commencé à l'époque. Je jouais à Call of Duty il y a 6 ans et j'avais un très bon niveau. Et de là, je suis rentrée dans une team, professionnelle de filles. Alors, je déteste en plus tous les trucs un peu les compétitions exclusivement pour filles, etc. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça à l'époque, mais bon, au final, ça m'a aidé. Donc, on avait fait une team de filles à l'époque. Ça avait bien marché. On avait été en Europe, etc. Et puis, au final, la personne qui représentait la structure voulait que quelqu'un stream, et du coup je m'étais lancée, ça a été moi qui a commencé à stream sur H1Z1 à l'époque, puis je suis partie sur Fortnite, c'est là où ça a explosé entre guillemets, et puis donc j'ai arrêté Fortnite au bout de 2 ans et demi parce que 8 heures, je faisais entre 4 et 7 heures par jour de Fortnite. À un moment donné j'en avais marre, ça tournait en rond, c'était terrible. Du coup je me suis dit on va faire autre chose. Le casino à ce moment-là c'était pas du tout ce qu'est le casino maintenant. Du coup j'ai été contactée par une grosse boîte de casino. J'ai commencé à stream là-bas. Enfin, de base, je m'étais dit ça va être le entre-deux. Je me suis dit je vais stream peut-être 3, 4, 5 mois de casino. Il y a un jeu qui va sortir. Je vais retourner sur un nouveau jeu, ça va être super, etc. Sauf que il n'y a jamais ils n'ont rien sorti. C'est-à-dire que j'ai commencé le casino, je crois, en 2019. Et entre 2019 et aujourd'hui, il y a eu aucune révolution, aucun gros jeu de sortie, rien. Ce qui fait que je me suis retrouvée à streamer 2 ans et demi aussi du casino, me semble-t-il, à peu près.
Et puis j'en ai eu marre parce que le casino c'est extrêmement redondant. Bon après voilà, les gens ont chacun leur avis sur le casino, etc. Mais c'est super redondant. Je me suis dit bon, j'en peux plus, j'arrête. Donc j'ai arrêté en novembre dernier, où là vraiment j'ai dit bon, le stream je le mets de côté parce que bah du coup j'avais pas forcément de contenu à faire. Donc je leur ai dit voilà, je vais venir une fois par semaine ou deux. Voilà, fun fact, je viens qu'une seule fois du coup et pas deux, mais je vais venir de temps en temps pour pas perdre ce lien avec la communauté parce que c'est ce que j'aime, c'est parler avec les gens, etc. Et du coup bah voilà, c'est ce qui se passe depuis novembre dernier. Je stream une fois voire deux fois par semaine quand j'ai des récompenses Sorare. Je fais un peu de casino et du Sorare, mais du coup voilà, il s'est passé ça. Et moi à côté, il y a 2 ans déjà, j'avais lancé un site d'affiliation à l'époque pendant que je streamais au même moment. Et je l'ai monté, etc. J'ai lancé d'autres sites sur d'autres thématiques, etc. J'ai monté ma boîte et du coup bah maintenant je suis plus dans tout ça, tout ce qui est entrepreneuriat et compagnie. Affiliation et tout. Donc streameuse professionnelle. À l'époque, oui, mais j'en vivais très bien. C'est clairement ce qui a changé ma vie. Objectivement, c'est Fortnite qui a changé ma vie parce que sans Fortnite, j'aurais pas eu tout ce qui se passe maintenant, quoi. Ouais. Et là, clairement, je sais pas si tu es certainement au courant qu'il y a pas mal de managers qui ont décidé de se lancer à 100% dans Sorare et dans effectivement le streaming et le streaming Twitch. Je me rappelle, il y avait une émission intéressante que j'avais regardée en préparant l'enregistrement du podcast avec Snieg comme invité, et Snieg avait été invité justement par The Noob où il discutait des revenus Twitch qu'ils avaient donc grâce à Sorare, et que c'était encore très très minime, on va dire ça, au niveau des revenus, parce que c'est encore un jeu évidemment de niche, ce qui était pas évidemment le cas pour Fortnite. Pour avoir une idée, t'avais combien en moyenne, les bons jours, en moyenne, t'avais combien de viewers sur un stream Fortnite? Je tournais entre 500 et 1000, mais les 500 et 1000 de l'époque, c'est pas les 500 et 1000 de maintenant. C'était vraiment, moi, en tout cas, il y a du coup en 2017, 2018, c'était vraiment beaucoup. Vraiment, j'étais, en termes, de niveau filles, je devais être dans les premières. En plus, j'avais pas la cam, ce qui fait que, du coup, ça a bien marché. Honnêtement, je gagnais très bien ma vie. Il y avait le code créateur en plus de ça. Et puis il y a aussi la petite différence, c'est que alors j'avais suivi un petit peu le sujet avec Snieg et The Noob, sauf que maintenant les calculs pour tout ce qui est revenus sub, etc. ne sont plus les mêmes qu'avant. Moi déjà je suis en 70-30, donc du coup je gagnais plus, mais en plus Twitch payait mieux que ça en fait. Donc déjà là c'est sûr que se lancer maintenant c'est suicidaire, vraiment c'est suicidaire, parce que Amazon ils veulent plus donner d'argent, qu'ils reversent des sommes ridicules, parce qu'en plus de ça toi tu vois ce qui est écrit sur ton dashboard, mais ça après faut le déclarer aux impôts, etc. Enfin du coup au final il te reste franchement rien. Donc du coup c'est pas la même époque, quoi. Tu peux dévoiler plus ou moins combien tu gagnais en moyenne par mois avec juste Twitch ou juste juste Twitch? Twitch devait faire alors à l'époque les gens faisaient, alors maintenant les dons se font vachement avec les bits, je sais pas si tu vois plus ou moins ce que c'est. Plus ou moins, vraiment plus loin que ouais, voilà. c'est des trucs à la con, genre en gros c'est un système de paiement qui passe par Twitch, mais avant, donc il y a quelques années, ça passait plus par PayPal, les gens faisaient des dons PayPal, donc du coup je vais pas compter ça, mais on va dire que sans les dons, juste avec les subs, etc., je devais faire 4-5 000 euros minimum. Ah, c'est énorme. Ah oui, non, c'est... Ah oui, en général... C'était un travail vraiment à temps plein et super bien payé, quoi. Ah oui, à l'époque de Fortnite, je devais faire 10-15 000 euros par mois overall avec tous les trucs à côté, quoi. Incroyable. Ah oui, je comprends mieux. Bon, on va venir après par rapport à ta galerie, mais c'est vraiment des sommes super importantes. Et là, aujourd'hui, toi, tu y crois pas, quoi. Quand tu fais du stream au niveau, tu dis une à deux fois par semaine sur Sorare, c'est plus pour le fun, pour continuer à avoir ta communauté, mais tu le vois plus comme une source de revenus. Ah oui, non, complètement. Enfin, je me dis pas, avant, quand je lançais les streams, il y avait la pression du fait que j'en vivais. Donc, c'est-à-dire que si je faisais pas des bons streams, si j'étais pas forte sur le jeu, si j'étais pas bonne dans l'entertainment, etc., ça pouvait ça pouvait faire que finalement sur un mois je gagne beaucoup moins, que ça impacte entre guillemets ma vie. Maintenant je préfère 500 fois la situation que j'ai actuellement, parce que qu'en fait que je fasse des stats ou pas, j'ai pas la pression des viewers, j'ai pas la pression j'ai la pression de rien. C'est-à-dire que je lance mon stream, je fais ce que j'ai envie de faire pendant le temps que j'ai envie de le faire, je partage avec les gens, etc. Il y a pas je m'attends pas à quelque chose, je m'attends pas à un retour, etc. Parce que ça, quand t'es créateur en général, en tout cas quand t'en vis, tu lances ton stream parce que t'aimes ça, mais tu sais aussi que derrière il va te falloir de l'argent, etc. Faut pas se voiler la face. T'as une certaine pression, quoi. Ouais.
Ouais, c'est ça, exactement. Et là, maintenant, j'ai pas la pression des stages, j'ai la pression de rien, je lance, je suis contente de lancer. Il y a pas de, voilà, je lance juste pour partager avec les gens et pas pour autre chose, quoi. Ok, super. Moi, j'ai regardé un de tes derniers Twitch en préparant justement l'émission. Et voilà, t'as des très très belles équipes que tu alignes, mais on va y revenir très prochainement. Bah écoute, on va attaquer la petite partie Sora. Comment est-ce que tu as entendu parler, enfin quand tu as entendu parler et comment, de quelle manière tu as entendu parler de Sora? Alors, déjà, j'ai entendu parler de Sora il y a longtemps, et la première grosse erreur de ma carrière Sora, c'est que je suis passée à travers, entre guillemets, où j'ai vu le truc, etc. Je crois qu'à l'époque, ça devait être Valouz, ou peut-être Doc Jay-Z. Mais c'est, quand je dis ça devait être début 2021, voire même fin 2020. C'était vraiment il y a longtemps. Et je m'étais pas intéressée au truc. Voilà, j'avais vu, je me suis dit, bon, à l'époque, les NFT, c'est aussi un peu moins hype, etc. C'était un peu moins connu, donc j'étais pas forcément pas ultra intéressée par le projet. Et puis, fin 2021, il y a quelqu'un que je suis qui s'appelle Light Prono. Lui, je le connaissais pas, enfin, vis-à-vis des paris sportifs, et je vois qu'il partage très souvent des cartes. Alors, je connaissais pas trop, etc. Un jour, il fait un live où il fait, je crois, une team pour quelqu'un, etc. Et là, je me dis, ouais, le jeu a l'air sympa, etc. Donc, je crois que je m'inscris fin 2021, et c'est comme ça que ça a commencé, du coup. Ok. Et pour terminer ta présentation, quelles sont tes passions? Bah déjà le foot. Bon, je pense que du coup ça s'est vu, c'est pour ça que je suis autant impliquée sur Sora. Le foot, mais surtout le Paris Saint-Germain évidemment. J'adore les chaussures, tout ce qui est sneakers, etc. J'adore les jeux vidéo, voilà toutes ces. En vrai, je suis passionnée de plein de choses. En fait, j'ai pas une énorme passion pour quelque chose à part Paris, mais j'ai plein de petits trucs que j'aime faire au quotidien, quoi. Une petite touche à tout. Voilà. Exactement. Bon, on va attaquer maintenant vraiment ton aventure Sora. Alors comme je le fais d'habitude, je présente rapidement la galerie. Donc tu t'es inscrite selon les données de Sora Data le 28 décembre 2021. Donc effectivement, ça fait quand même moins d'un an, il y a 10 mois. Tu as un peu plus de 140 cartes, 30 cartes limited, 85 cartes rares et 31 cartes super rares. Alors la valorisation de ta galerie là, en octobre 2022, c'est un peu plus de 150 Ethers, ce qui équivaut à 210 000 $. Tu as gagné une fois une compétition, tu as remporté 139 rewards, tu as un reward winning line-up de plus de 38%, ce qui est énorme, mais en même temps, quand je vois les joueurs que tu as, ouais, si ça vaut plus de 150 €, c'est qu'il y a du lourd. Alors, je vais rapidement défiler les plus gros. Bon, Kimmich, le GOAT de Sora, Tadic en super rare, Donnarumma, Neymar, Vinicius, Diogo Costa, Musiala, Wendell super rare, Bellingham. Enfin bref, que du excessivement lourd et quasiment toute ta galerie. C'est voilà, je défile, je suis plus ou moins au milieu de ta galerie. Je vois des trésors, des Sangaré, des Pavard en rare. C'est vraiment du très très lourd. Donc explique-moi un peu comment est-ce que t'as débuté et quelle somme t'as mis pour commencer, parce que fin 2021 quand même les prix ils étaient élevés. Je suis même pas rentrée fin 2020. En fait, je me suis inscrite fin 2021. Mais alors, deuxième grosse erreur dans ma carrière, j'ai commencé le jeu fin février, début mars de cette année. Et alors, évidemment, avec mes timings exceptionnels, je suis tombée pile à l'ATH des prix sur Sora. Sauf que je le savais pas encore, évidemment. Ouais. Mais j'ai déposé du coup 2500 € plus ou moins. Je me souviens, honnêtement, je pourrais pas dire en Ether parce que à l'époque, l'Ether en plus fluctue beaucoup, donc je m'en souviens pas, mais c'était 2500 €. Donc ça c'était pour un peu chipoter au début, quoi. En fait, je voulais surtout voir un peu ce que ça donnait. Je connaissais pas, et vraiment, et ça c'est un aspect que je trouve un peu, un peu négligé sur Sora, c'est que je trouve que Sora, quand tu connais pas vraiment le jeu, de prime abord, ça a pas l'air simple. Et ça, je pense que c'est un problème. Je trouve, par exemple, t'en parlera sûrement tout à l'heure, mais la NBA, par exemple, ça me paraît plus simple quand tu le vois de loin que du coup Sora, enfin que Sora Foot, pardon. Et du coup, j'ai mis 2500 €. J'étais conseillée par Light à l'époque, et puis j'ai commencé comme ça. Alors j'avais acheté de la MLS et de l'Asie. Alors ça, c'était la troisième grosse erreur du coup, parce que déjà c'est deux championnats sur lesquels je m'y connais pas du tout. Mais alors vraiment, mes connaissances sont proches de zéro, c'est catastrophe. Mais en fait, je voulais tellement jouer. Tu vois, tu viens de découvrir le jeu, tu viens d'arriver, t'es trop hype de jouer, tu dis bientôt c'est la fin de saison, si j'achète pas des MLS et de l'Asia, je pourrais pas jouer cet été, etc. Bon, c'était une erreur, encore une. Mais bon, au moins, je me dis, il vaut mieux apprendre avec des erreurs quand tu mets 2500 € que quand on a mis 200 000. Donc, valait mieux que ça arrive là, à ce moment-là que maintenant. Mais du coup, ouais, c'est ça. J'ai mis 2500 en fin février. J'ai commencé à faire des équipes Asia, America. J'avais un peu de
tout, hein. J'avais un melting pot, mais je voulais vraiment jouer l'été. Et d'ailleurs, fun fact, je n'ai pas du tout joué cet été parce que du coup j'ai tout vendu entre temps. Et puis après, t'as directement été en rare ou bien t'es pas du tout. Non, j'ai commencé les rares là. Non, j'ai commencé les rares. Enfin, j'ai dû commencer à acheter des rares en mai ou en juin, mai peut-être. Mais du coup, c'était la fin de saison, donc j'ai quasiment pas joué en rare. J'ai dû faire peut-être deux GW en rare, et encore j'avais genre une équipe, je crois. En gros, j'ai commencé vraiment les rares là depuis le début de saison en août. Ok, donc c'est vraiment très très neuf. Et puis, vas-y, continue à développer ta stratégie à partir du moment où tu avais déposé ces 2500, parce que je présume qu'après, tu as remis quand même des sommes un peu plus conséquentes. Ouais, tu l'as fait à quel moment En fait, déjà, j'ai commencé à accrocher au jeu, mais vraiment violent. J'ai vraiment, je trouvais le concept j'ai adoré. C'est-à-dire que c'est tout ce que j'aime, j'adore le foot, je regarde déjà énormément de matchs à la semaine, donc du coup ça m'a fait découvrir d'autres championnats, d'autres équipes, etc. Et j'adorais le concept de base. Et puis il y a aussi le fait que t'as un peu la sensation de suivre les joueurs, c'est un peu plus personnel que juste regarder un match, je sais pas comment expliquer, mais je sais pas, il y avait un truc que j'aimais bien, etc. Donc j'ai dû commencer à remettre peut-être 10 000, je sais pas, peut-être un mois après, même pas à peine. Et puis après de là... Franchement, je pourrais même pas te dire, j'ai dû faire je ne sais combien de dépôts pour arriver jusqu'à 200. J'ai dû déposer 200 000 et quelques. Du coup, mais la plus grosse part des dépôts ont dû être faits entre juin et maintenant. Parce que du coup, je suis passé en rare et en super rare. Et évidemment, les prix ne sont pas les mêmes. C'est certain. Même si les prix ont un peu baissé ces derniers temps, on y reviendra tout à l'heure. En super rare, pas trop, quoi, malheureusement, mais... Malheureusement ou heureusement? Parce que tu veux en vendre. Quand j'achète, j'aime bien que ça baisse, donc si ça pouvait baisser un peu, je suis pas contre, quoi. Après, en négociant, il y a moyen. Il y a le prix affiché. Les gens en super rare, c'est... Les gros. C'est compliqué de négocier, je trouve. Et écoute, tes objectifs. Là, t'es parti pour faire quoi? Est-ce que ta stratégie va évoluer? Comment est-ce que tu vois ton futur dans le jeu? L'idée déjà, c'est de continuellement augmenter la valeur de ma galerie. Entre guillemets, je parle pas forcément en termes de financier, mais plus d'étoffer la galerie plutôt, d'être la plus compétitive possible dans toutes les divisions que je joue. Et ça, objectivement, c'est pas, même quand tu mets beaucoup d'argent, ça reste compliqué à atteindre. Et puis évidemment, mon but ultime sur Sora, c'est de jouer toutes les divisions jusqu'à la unique en fait. Dans tous les championnats ou bien uniquement en All-Star? Non, tout. Asie, Amérique aussi? Asie, on verra, mais Champ, Tchal, etc. Enfin, tous les. Mais c'est vrai qu'Asie, pour l'instant, j'avoue, j'ai du mal à accrocher. Mais peut-être que quand j'aurai un petit peu, quand j'estimerai avoir fini tout ce qui est Champ, Tchal, etc. en rare et SR, peut-être que je me dirais, je vais peut-être m'atteler un peu à l'Asie. L'avantage de l'Asia, c'est que en termes de prix, etc. et de score, c'est quand même beaucoup plus avantageux que tout ce qu'on connaît en Europe, quoi. Ouais, ça reste abordable. Et en Amérique, tu participes aussi? Pas du tout. Pareil, mes connaissances sont très très minces. À part, je connais les GOAT comme tout le monde, Carl Estrid et compagnie. Mais j'ai regardé pour le coup, alors autant l'Asia, j'ai regardé très peu de matchs, autant l'Amérique, j'ai quand même regardé pas mal de matchs. Mais pour l'instant, c'est pas un truc où je me suis dit, il me faut absolument une équipe en Amérique. Est-ce que j'en aurai une quand la saison va reprendre? Peut-être, mais c'est sûr que c'est pas ma priorité, entre guillemets. Ok. Et tu t'es fixé un objectif, la durée où tu allais rester dans le jeu, ou bien non, t'es là pour le long terme? Long terme. Non, long terme, je suis pas là. En fait, je suis pas rentrée dans l'optique. Je me suis jamais dit, je vais venir sur Sora. Le but, c'est de faire de l'argent et etc. Pour le coup, moi, j'aime vraiment le jeu. C'est-à-dire que je l'ai déjà dit plusieurs fois et des gens ont du mal à me croire. Mais si demain le projet venait à s'effondrer, déjà j'y crois pas une seconde, mais voilà, on sait jamais. Je serais extrêmement dégoûtée, pas parce que j'ai perdu des sous, mais uniquement parce que je pourrais plus jouer en fait. Ok, donc t'es vraiment accro, un peu comme quand tu streamais sur Fortnite, quoi. Ouais, c'est vraiment moi j'accroche vraiment au jeu. Je sais pas. Puis même j'ai rencontré plein de gens qui eux aussi du coup aiment le foot. Ça permet aussi de partager et franchement c'est super cool. Ouais. Donc ça veut dire que ton exposition, elle te permet d'avoir quand même cette certaine sécurité, quoi. C'est pas comme d'autres managers qui ont quand même investi une somme, je vais dire un pourcentage important de leur portefeuille entre guillemets investissement, même si ce mot-là ne correspond pas trop, parce qu'ils croyaient en Sora et qu'il y a moyen de gagner un peu sa vie, ou en tout cas avoir des belles fins de mois, quoi. Ah oui, non, moi je suis pas du tout dans cette optique. Après je vais pas non plus mentir. Évidemment que quand t'as mis beaucoup d'argent, les rewards que tu gagnes sont plus ou moins corrélés à la somme que tu as mise. Donc forcément, je gagne
mais je gagne déjà souvent, on va pas se mentir. Bon, il y a aussi des GW où je passe à côté, mais je fais quand même souvent des T1, des T0, etc. Mais par exemple, je retire jamais. C'est-à-dire que tout ce que je gagne sur le jeu est réinvesti sur le jeu. C'est-à-dire que tant que j'aurais pas atteint l'objectif que je me suis fixé, je retirerai pas parce que j'ai pas d'intérêt. Et encore une fois, moi, tout le budget que je mets dans Sorare, c'est le budget entre guillemets hobby, c'est-à-dire c'est de l'argent que j'utilise pas du tout. Donc qu'il part dans Sorare ou ailleurs, au final, ça change pas grand-chose. Vaut mieux que ça soit dans Sorare, quoi, vu que t'aimes. Ouais, exactement. Vaut mieux ça que le casino. Ok, bah écoute, c'est quasiment un job à temps plein. Mais je te rassure, ça sera un job à temps plein si tu te lances aussi dans l'América et l'Asie, ouais, c'est pas faire encore. Bon, on va attaquer ton sujet de prédilection. Tu m'avais proposé IBL, la vente, le marché secondaire. C'est un thème qui vient de temps en temps par rapport à la baisse du marché. Je me rappelle qu'on avait justement abordé ce sujet-là avec Snieg et tu voulais un peu plus développer ce sujet-là. Donc vas-y. C'est à toi. Je pense que c'est déjà le truc qui revient le plus actuellement. En tout cas, moi, sur mon feed Twitter, pas forcément des gens que je suis, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment une constante qui apparaît depuis quelques semaines. C'est le fait de se dire que c'est difficile de vendre sur Sorare. Alors, pour plus ou moins situer le truc, je pense que c'est déjà des gens qui sont en limited qui se plaignent de ça. Alors déjà, sachez qu'en rare, c'est pareil, parce que ça, c'est aussi un truc, on nous vend tout le temps oui, mais rare, c'est plus simple, plus. Mais au final, vous inquiétez pas, en rare, c'est compliqué de vendre aussi. Mais je pense surtout que les gens ont du mal à concevoir que déjà, on ne peut pas faire que monter, le marché ne peut pas que monter. Il y a forcément des fois où ça se stabilise, où ça baisse, parce que moins de hype, parce que les prix étaient trop hauts, parce que voilà, il y a plein de choses qui font que. Alors moi, j'ai vendu toute ma galerie limited il y a 3 semaines, donc 2-3 semaines grand max, parce que je prenais pas forcément de plaisir entre guillemets en limited, dans le sens où avec les sommes que je gagnais en rare, forcément une T3 limite rare champ, c'était le même prix qu'une T2, qu'une T1, T0 en limited, donc c'était compliqué, je trouvais. Mais du coup, pour en revenir aux ventes, j'ai pas eu beaucoup de mal à vendre mes cartes, même les plus chères. J'ai vendu du Mbappé, etc. Et des cartes même moins bonnes, mais tout est parti assez simplement. Mais je pense surtout qu'il y a aussi un effet de j'arrive pas à vendre ma carte, du coup je panique, du coup je baisse les prix, mais du coup je participe au fait que les prix baissent. Et ça, les gens ont du mal à s'en rendre compte, plutôt que d'attendre, etc. Alors certains peuvent pas se le permettre, mais il y en a beaucoup. Voilà, je les vois, des fois je check leur galerie, etc. par curiosité, et au final ils sont toujours dans la constante de se dire faut vendre vite, donc du coup je baisse, et donc du coup si tout le monde fait ça, forcément le marché va baisser de toute façon. Alors après évidemment il y a peut-être aussi moins d'entrants, ou juste des gens qui sont il y a des gens qui partent des limited, donc voilà, il y a pas mal de fluctuations de marché, mais je trouve que globalement, et moi la première, on a tous pris on va dire les 6 derniers mois, la dernière année on va dire comme exemple pour trade, notamment par exemple pour Gakpo. Je pense que Gakpo c'est le meilleur exemple. Il y en a plein qui l'ont acheté en août, moi la première, et on s'est dit bon, il va sûrement partir cet hiver, etc. Mais avant la Coupe du Monde, on aura une fenêtre par exemple pour le vendre. Sauf que en fait, si moi je me dis ça, tout le monde se dit ça. Donc derrière, je me dis ok, donc si tout le monde se dit ça, je vais le vendre un petit peu plus tôt. Sauf que les gens pensent pareil, et donc du coup, il y a plein de Gakpo sur le marché, et c'est encore plus dur de vendre, etc. Et je pense que les timings de vente, je pense qu'il faut arrêter de se caler sur l'année passée c'était comme ça, etc. Parce que le jeu évolue, il y a de plus en plus d'utilisateurs, les gens réfléchissent différemment, apprennent de leurs erreurs, etc. Et je pense que le fait de tout le temps vouloir regarder derrière pour comprendre devant, ça marche de moins en moins sur Sorare en fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Surtout que c'est encore là maintenant c'est un jeu. On peut plus parler de projet quand on parle de Sorare. C'est véritablement un jeu, mais un jeu quand même qui est assez neuf puisque c'est depuis mi-2019, et vraiment le gros boom c'est lors de la première, la Serie A, la première levée de fonds qui avait lieu en mars 2021, où là il y a eu le premier gros pump, mais voilà, c'est neuf quoi, c'est très difficile en plus de prendre le passé, c'est pas comme si c'était un cours de bourse ou le marché des gros indices pour avoir vraiment un gros historique et savoir un peu les tendances, etc. On en est vraiment très très loin. Mais toi, quel est ton avis justement par rapport à l'évolution
de l'onboarding dans Sorare? Comment est-ce que t'es vraiment, enfin j'ai entendu tout à l'heure que t'étais quand même assez confiant pour l'avenir. Quels sont les éléments que tu retiens et qui te mettent justement en confiance sur le futur du jeu? Moi, je suis confiante déjà parce qu'on voit que le projet grandit, ça se limite pas au foot. On voit que voilà, ils ont signé la MLB, ils ont signé la NBA, etc. Donc ça avance. Moi, depuis que je suis arrivée, il y a beaucoup de nouvelles compétitions à jouer. Ils s'améliorent sur plein de points. Je vois pas pourquoi j'aurais, plus de crainte maintenant que quand les prix étaient super hauts il y a un mois, parce qu'il y a rien qui a changé entre temps. C'est-à-dire qu'à part les prix qui ont baissé, au final rien n'a changé. Je vais pas paniquer. Le projet n'a pas changé. Les idées de Nicolas Julia n'ont pas changé. Je pense qu'ils ont encore plein de choses à nous faire découvrir, etc. Je pense qu'on sera surpris, par exemple pour la Coupe du Monde. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Ils sont, je trouve de plus en plus, ils sont devenus meilleurs en tout cas entre moi, le moment où je suis arrivée sur le jeu, et maintenant tout ce qui est com et compagnie. Ne serait-ce que les présentations qu'ils ont fait là pour la NBS, j'ai trouvé ça. Vraiment c'était un 20 sur 20. Voilà, je vois pas, en fait je pense que les gens, pour eux le projet, ils vont définir le risque, etc. en fonction de leur galerie. Si ça baisse, si ça descend, ils voient les prix baisser, le projet s'écroule, alors que non, en fait c'est normal. On est tous il y a quelques bots, mais on est quasiment tous des humains sur Sorare. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent avec leurs émotions. S'ils voient une carte baisser, ils vont encore plus brader, etc. Ce qui en plus du coup fait encore plus fluctuer le marché que ce qui pourrait que ce qui ne devrait l'être. Ce qui fait que voilà, mais moi j'ai 100% confiance dans Sorare. J'ai pas de doute. Le soir je me couche sereine, j'ai aucun souci là-dessus. Franchement, toute ma confiance. Tu prenais l'exemple tout à l'heure de Gakpo. Et là, Gakpo, il était arrivé, parce que là, la carte, elle est quand même elle a bien baissé par rapport il y a un mois, où son prix tournait aux alentours de 3 Ethers. On peut pas dire qu'il y a une grosse fluctuation du cours de l'Ether en un mois. Par contre, là, sa carte vaut 2.4. Aujourd'hui, elle est sur le second marché. Comment est-ce que tu expliques, alors qu'il cartonne, comment est-ce que tu expliques cette baisse? Je pense que on a tous lu la même chose, dans le sens où début août, Gakpo c'était un super pic parce qu'on savait que pendant 3-4 mois, il allait enchaîner, ils allaient jouer 2 fois par semaine, que c'est un mec qui tire les corners, qui est présent partout, etc., qui score extrêmement bien. Ça allait sûrement être le meilleur attaquant U23 quasiment. Donc à ce moment-là, on l'achète tous, certains au prix fort. Et puis au final, on se dit tous, il y aura bientôt la Coupe du Monde, fenêtre de vente, c'est pas grave, on le garde 3 mois et on le vend à ce moment-là. Sauf que entre-temps, on réfléchit un petit peu, on regarde le calendrier. Là, il joue 2 fois Arsenal. Je crois qu'il a un seul bon match-up avant la Coupe du Monde. Groningen, me semble-t-il. Je regarde pas, donc, mais j'ai checké ça il y a quelques jours. Du coup, ce qui fait que on se dit, ok, donc là, je vais pas le poser au final, je vais le poser une fois avant la Coupe du Monde, autant le vendre maintenant. Je vais prendre de l'avance sur ceux qui souhaitaient le vendre post Coupe du Monde. Sauf que, si moi je pense comme ça, comme je te l'ai dit, je pense qu'il y en a plein d'autres qui pensent comme ça. On met tous notre Gakpo. Moi, je vais vouloir le mettre au floor pour qu'il parte assez vite, et puis quelqu'un d'autre aussi va vouloir le faire, donc il met un peu plus bas que moi. Et puis, au final, c'est l'échelle. Quand j'ai commencé à mettre Gakpo en vente, il était à 2,95, et là, il a 2,4 en une semaine et demie, grand max. Et parce que les gens veulent vendre vite, parce qu'ils savent très bien qu'en plus de ça, il y a une grosse rumeur qui est sortie il y a 3 semaines, un mois, où potentiellement il partirait à Leeds dès cet hiver. Et évidemment, on sait très bien que le scoring sera sûrement pas le même, pas du tout le même d'ailleurs. Ce qui fait que on veut tous entre guillemets s'en débarrasser. Et pour ça, tu veux vendre vite parce que du coup t'as pas envie de prendre des pertes, etc. Tu te dis là je suis encore en bénéf et compagnie, donc je vais essayer de le vendre au floor. Sauf que tout le monde veut faire pareil, et au final le prix baisse parce qu'il y a trop de Gakpo sur le marché et personne pour les acheter, quoi. Et c'est quoi ta stratégie en fait de vente? Moi, je suis basée sur une stratégie SO5, donc au final je fais peu de ventes. Je vais vendre tout ce qui va pas me servir dès que je me dis, moi je suis pas, alors je sais que en général il y en a beaucoup qui le font, c'est-à-dire ils voient que leurs joueurs perfent énormément, du coup ils se disent ok, le prix a monté, etc., je vais prendre mon bénéfice dessus. Je le fais pas parce que en rare, c'est un marché déjà qui est rare, et SR, le marché est peu liquide, beaucoup moins liquide qu'en limited. En limited, pardon, c'est super simple je trouve de vendre vite. En rare, c'est plus compliqué, et alors en SR, à moins de brader, là c'est encore autre chose. Ce qui fait que moi je vends peu, je vais vendre toutes les rewards que je garde pas, je garde pas, pardon, dont je me sers pas, pardon. Et pareil il y a des cartes que j'ai acheté par exemple en début de saison, puis finalement le rendement voulu est pas celui que j'attendais. Du coup je me dis je vends, mais je fais pas du tout d'achat-revente par exemple. Je vais pas acheter un joueur en me disant lui je peux le revendre beaucoup plus cher. Je pourrais le faire, mais c'est pas du tout moi vraiment mon but c'est de jouer et d'être la plus compétitive quand je joue. Ça c'est vraiment la stratégie des managers purement SO5. Ouais, c'est ça. J'applique exactement la même stratégie aussi. Moi, les bons joueurs qui truquent, je les garde, je prends pas de plus-value parce que je pense
l'objectif c'est prendre des rewards et pas prendre des plus-values sur des joueurs. Ouais, je pense ça pas. t'est certainement déjà arrivé de refuser des offres que peu auraient refusées, non? Oh oui, en rare, on m'a déjà, notamment Neymar à un moment donné où on m'avait proposé peut-être 3 fois le prix que je l'avais acheté. Bon, au final, j'aurais pas, enfin, il vaut ce prix là maintenant, donc ça aurait pas changé grand-chose. Mais oui, on m'a déjà proposé des grosses sommes sur des gros joueurs, mais en fait, je savais très bien que j'allais l'utiliser toute la saison, donc pas d'intérêt pour moi. Mon but c'est d'être compétitive et pas d'affaiblir mon équipe pour prendre de l'argent que je vais même partir au final, parce que comme je te l'ai dit, je retire même pas de Sora. Mon but c'est d'investir, donc au final, enfin voilà quoi. Ok. Et donc ta stratégie, toi, au niveau du SO5, c'est quoi? C'est avoir les meilleurs joueurs. Ça m'étonne que dans ta super galerie, t'as pas encore Mbappé rare. Oula, alors Mbappé, faut vraiment pas en parler en ce moment. Je suis. Alors non, en fait déjà Mbappé. Pourquoi ça? En fait, je suis supportrice du PSG comment dire. C'est pour ça que je te pose la question. Très très grande fan. Pourquoi j'ai pas Mbappé? Parce que déjà je trouve que son prix actuellement, sachant qu'il va perdre son U23 dans quelques mois, j'estime qu'il va descendre sûrement de aller peut-être 2 ou 3 éthers. Enfin, je l'espère en tout cas, parce que je vois pas. Enfin, 12 éthers pour un mec plus 23, je pense que ça fera beaucoup. Surtout s'il reste sur les mêmes performances que ce qu'il est en train de nous faire là. Et puis Mbappé, là début de saison, j'ai beaucoup de mal avec lui. Il y a trop de choses qui me gonflent. Ouais, franchement, en ce moment, il est compliqué à regarder, on va dire. Ouais. Donc, c'est quoi qui te dérange pour le moment? Le comportement, je pense, en premier lieu, mais je pense que ça, c'est tous les supporters du PSG qui en ont un peu marre. Parce que moi, je suis fan du club, je supporte pas un joueur, même si, il y en a que je préfère à d'autres, évidemment, mais moi, ce que je veux, c'est que le club aille tout en haut et pas qu'un joueur prenne toute la lumière pour lui, etc. C'est pas le but. C'est pas, en tout cas, pas dans un sport co. Et Mbappé, pour l'instant, il est loin d'être irréprochable, et puis ses performances sur le terrain sont à la hauteur de ce qu'il nous fait en termes de comportement. Donc, pour l'instant, c'est un très mauvais début de saison. Alors on va espérer qu'il se reprenne, etc. assez rapidement, et puis qu'il revienne comme il était la saison passée. Ouais. Après il va te dire mais moi je suis pas un pivot. Oui, le problème c'est que pour être un pivot, il faudrait déjà jouer pivot, parce que se plaindre d'un truc quand tu joues 90% de ton match sur la gauche, c'est quand même assez dingue. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu as d'autres éléments que tu voudrais rajouter justement dans le marché secondaire, tout ce qui est vente, etc. Je pense qu'il faut surtout vendre. Enfin, faut pas se dire je vais vendre tel moment, etc. parce que ce sera le meilleur moment parce qu'on a vu ça, etc. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est que si vous voyez vraiment une vraie fenêtre de vente et que vous avez besoin de cette ETH, etc., faites-le directement. Attendez pas, parce que c'est la pire des erreurs globalement. Parce que t'attends et puis au final le prix il baisse. Ou alors pareil, les gens qui prennent pas qui se disent ouais, mais attends, il peut encore un peu plus monter. Ça, c'est l'erreur de base. Fun fact, ça va faire que descendre. Vous allez regretter dans 99% des cas. Donc vraiment, la vente, je pense qu'il faut arrêter juste de se dire oui, mais c'était comme ça il y a tant, donc ça sera sûrement comme ça maintenant. Non, faites en fonction de vous, écoutez-vous. Et franchement, ça, sur Sorare, c'est ultra important. Écoutez-vous, que ce soit sur les ventes ou les achats, parce qu'en général, c'est essentiel. Moi, le nombre de fois où je me suis pas écoutée et où au final j'aurais dû, parce que il y a toujours ce petit truc de se dire oui, mais je peux peut-être prendre plus là ou faire mieux comme ça. Et au final, non, en fait. Quoi, ça t'est arrivé de rater un peu le pic d'une vente quand tu voulais renforcer, par exemple, en prenant un ou plusieurs joueurs plus performants? Moi, c'est surtout les achats. Je suis la reine il y a des joueurs que je trouve, Nakamura par exemple. Nakamura, ça fait longtemps que je le suis, etc. À chaque fois, je me dis bon, je vais le prendre, etc. Et au final, je le prends pas et le joueur explose. Et ça, c'est ma spécialité. Voilà, c'est-à-dire que dès que ça a dû m'arriver avec je ne sais combien de joueurs, où à chaque fois, je me dis bon, j'attends un petit peu, etc. la prochaine carte, et au final, la prochaine est 10 fois plus chère, etc. Donc, je pense que sur je Sora. rigole parce que j'ai le même problème que toi. Ah, bon, voilà. Non, mais vraiment. Non, mais vraiment, ça m'est arrivé plusieurs fois où j'identifie 2, 3, 4 joueurs, mais vraiment, je me dis ceux-là, je les sens bien et je vais attendre. Et puis, malheureusement, il y a 1 ou 2 grosses performances qui passent par là et le prix explose et j'ai raté le train et voilà. C'est mon quotidien sur Sora, vraiment. Hein. Franchement, je pourrais faire une liste de courses avec tous les joueurs avec qui ça m'est arrivé, qui ont maintenant explosé, que ce soit en rare ou super rare, alors que j'aurais pu les prendre à l'époque pour vraiment rien, quoi. Et puis non. Mais ça, c'est pareil avec les ventes. Alors moi, j'ai pas trop ce fait-là parce que je vends peu, donc je vends toutes mes rewards au prix. Dès que je les ai, je les vends, donc j'ai pas le temps vraiment de voir. Mais je sais que par exemple dans mon entourage, il y en a beaucoup qui font ça. Le prix fait que monter. Voilà, il fait que monter. Ils se disent, il peut encore monter plus haut. Sauf qu'à un moment donné, tu connais. Il suffit juste qu'il fasse une performance un peu moyenne. Les gens vont commencer à mettre un peu moins cher et compagnie. Et du coup, finalement, ta super plus-value, elle passe en plus-value, voire rien. T'as rien gagné, quoi. Et ça, c'est une erreur vraiment, je pense, qui est faite par tous les managers. Moi, la première, tu vois. Est-ce que t'as déjà bradé des cartes pour
Acheté directement derrière. Ouais, mais vraiment ouais, bradé. J'ai déjà bradé. Alors, j'ai pas de nom en tête, mais il y a déjà des cartes où je me suis dit, bon, je vais perdre de l'argent dessus, c'est sûr, mais au final, l'argent que je vais perdre, je vais le mettre dans une carte qui va me rapporter des rewards, ça va combler un peu le gap. En bundle, par exemple, à des managers qui rachètent des bundles de joueurs, ou bien non, c'est vraiment carte par carte, de toute façon que tu les vends, mais vraiment bradé. Non, j'ai déjà bradé, notamment quand j'ai dû vendre mes Asia et Super Ousmane, très connu. Ouais, j'ai envoyé toutes mes cartes et c'était bonne chance. Franchement, j'avais perdu de l'argent sur quasiment toutes mes cartes, mais je me suis dit le truc c'est que moi je suis rentré, le TH était beaucoup plus haut que ça. Du coup, alors j'ai perdu en euros, mais en ETH c'était c'était pas si pas si catastrophique, pardon. Donc je me suis dit bon c'est pas grave, je vais perdre de l'argent, mais j'ai accepté le truc et puis au final avec les cartes que j'ai achetées, j'ai comblé le gap et puis voilà. Question que je t'ai pas posée, mais t'étais déjà familière des cryptos avant Sorare, ou bien t'es rentré dans les cryptos en même temps que Sorare? Non, je m'y connaissais plutôt pas mal parce que à l'époque j'avais pas mal de gros contrats avec des gros casinos crypto. Donc et puis j'étais déjà dans d'autres P2E, d'autres trucs comme ça. Je m'y intéressais beaucoup. C'est d'ailleurs à cette époque-là, je sais pas si t'as connu un peu cette hype, mais je dirais vers novembre de l'année passée, octobre-novembre, il y a une grosse hype des P2E, des R2E, de tout ce qui était collection NFT et compagnie. Et du coup, il y avait une grosse hype. Et c'est de là que du coup j'ai commencé à entendre de parler de Sorare pour la première fois. Enfin, pour la première fois, pour la deuxième fois, mais où vraiment je m'y suis un petit peu plus intéressée parce que j'étais plus dans le truc. Mais non, du coup, la crypto, j'étais déjà bien dedans parce que ça faisait 2 ans et demi que je travaillais avec des casinos qui étaient en crypto. D'ailleurs, si j'avais gardé la crypto qu'on m'avait donnée à l'époque, je serais extrêmement riche. Plus que maintenant, en tout cas. Et quoi, t'as tout vendu et t'avais des Ethers, donc t'as déposé aussi des Ethers? J'avais énormément. En fait, le truc c'est qu'à l'époque, BitCasino, pour ne pas les citer, qui marchait les streamers, etc., nous payait en BTC et en Ether. Et à l'époque, c'était ridicule. Ça devait être fin 2017, début 2018. Donc oui, c'est sûr que si j'avais pas vendu, c'était il y a longtemps. Ouais, c'était il y a longtemps. Ouais. Ok, super. Bon, on a un peu bifurqué, un peu sorti du sujet, mais c'est pas grave. Bon, le sujet d'actualité, se posait la question, qu'est-ce qu'on pourra aborder? Après, t'en as touché un mot tout à l'heure, la présentation du gameplay version keynote de Sorare. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton avis? Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu vas rentrer dans la NBA aussi? Dis-moi tout. Alors, déjà, j'ai trouvé la présentation extrêmement bien réussie. Le design des cartes exceptionnel. Vraiment, moi, la NBA, ça m'intéresse pas plus que ça. Alors, pour le coup, je m'y connais beaucoup plus qu'en MLB, mais c'est pas, ça m'intéresse beaucoup moins que le foot, par exemple. Donc, j'ai regardé un peu le truc un petit peu de loin, mais j'ai trouvé le lancement franchement, pour moi, ça a été une réussite, en tout cas. Si j'avais aimé le basket autant que j'aimais le foot, j'aurais clairement mis de l'argent un peu partout. Mais non, franchement, je vais pas mettre dedans, a priori. Ou alors, je vais quand même pas dire, faut jamais dire jamais, donc on sait jamais si dans 6 mois on se revoit et que tu me dis, alors t'as acheté plein de cartes NBA. Mais en tout cas, c'est pas à l'ordre du jour, puisque mon but c'est d'augmenter mon roster foot. Mais non, franchement, pour moi, le plus gros point positif, c'est vraiment le design des cartes que je trouve exceptionnel, notamment les uniques qui sont, elles sont toutes waouh. Je te suis aussi. Je les trouve magnifiques et pourtant, je sais pas si tu sais, mais j'étais collectionneur de cartes physiques NBA. D'accord. Depuis mes 14 ans, donc j'ai fait ça quand même pendant quelques... Ouais, t'es connaisseur. Ouais, plutôt. Et c'est vrai, quand j'ai vu le design, j'ai dit waouh, ils se sont pas ratés. Et en plus, il y aura 2 versions avec l'action shot, donc j'ai hâte de voir ça. Franchement, ça claque et je pense que ça doit vraiment parler aux Américains. Ouais, je pense aussi. Bon, par contre, la question, c'est pourquoi on n'a pas la même chose en foot, quoi. Écoute, c'est une bonne question qu'on pourrait poser à l'équipe design de parce que moi, je Sorare, mais voilà, on verra les cartes nouvelle saison de la saison prochaine, si ça va se rapprocher de ce design-là ou pas, ou s'ils veulent garder une identité un peu plus sobre pour le marché européen, à voir. Parce que c'est vrai que le côté sombre, il y en a certains qui m'ont dit le côté sombre des cartes NBA, c'est un peu dommage. Je dis non, ça fait le côté justement premium et c'est ce qu'ils aiment bien, les Américains, quoi. Donc a priori, sans jamais dire jamais, tu vas pas rentrer je pense pas. dans le truc. Pour toi, tu crois que ça sera c'est un tremplin aussi pour l'onboarding pour le football, ou bien tu te dis c'est quelque chose quand même de très particulier, très à part? Mais je suis pas bien sûre que
les gens qui vont être ultra high par la NBA, qui ne sont pas dans le jeu à l'heure actuelle, soit intéressés par le foot, notamment les Américains. Est-ce qu'ils vraiment ils aiment le soccer comme nous? Je pense pas. Il y a pas la même hype. Alors, forcément, il y en aura quelques-uns qui vont se perdre sur le foot, ça on est bien d'accord. De toute façon, ça sera que bénéfique. Enfin, rajouter des sports, de toute façon, ça peut que être bénéfique. Après, est-ce qu'il y aura un énorme impact sur le foot? Pour moi, je pense pas. Je pense que, enfin, pour moi, comment dire, ce qu'on peut attendre de mieux pour le foot, c'est tout ce qui est PL, etc. Mais non, la NBA, de toute façon, ça fonctionnera a priori. Hein. Il y a pas, enfin, je vois pas comment ça pourrait ne pas fonctionner. Ça prendra sûrement peut-être un petit peu de temps, mais franchement, tout est bien fait. Je pense que il y a peu de raisons que ça fonctionne pas. Toi qui as quand même pas mal de viewers, ouais, je sais pas comment on appelle ça, des gens qui te suivent sur tes streams, etc., ta communauté. Est-ce que ils sont rentrés dans Sorare en même temps que toi? Est-ce que tu trouves qu'il y en a beaucoup? Est-ce que il y a des freins encore qui empêchent des personnes de faire le pas malgré le développement des nouveaux modes qui sont quand même intéressants, je trouve, pour quelqu'un qui veut se lancer et qui a pas énormément de fonds? Quel est ton retour par rapport à ça? Alors, j'ai converti beaucoup de personnes à Sorare. Il y a vraiment beaucoup de gens qui me suivent qui connaissaient pas du tout Sorare et qui au final sont rentrés dedans avec chacun leur budget, etc. Mais moi, je pense que le premier frein pour tout ce qui est, enfin pour les gens qui me suivaient, etc. Alors pas tous évidemment, mais pour certains c'était le prix d'entrée. Le prix d'entrée était vraiment très haut. Surtout que moi j'ai commencé vraiment au pic, donc moi à l'époque ça me dérangeait pas. Mais forcément il y avait des gens ils pouvaient pas. Enfin genre un gardien, quand je suis arrivée ça devait être 200 balles minimum quoi. C'était vraiment très très haut. Du coup là le prix, enfin les prix des joueurs ont baissé en limited, donc déjà c'est plus accessible. Mais ouais j'ai beaucoup de gens qui me suivent qui sont rentrés sur le jeu et c'est cool parce que du coup on avait l'habitude de se parler pour plein d'autres choses et au final maintenant j'ai vu un stream, voilà ils me partagent leurs trucs, leurs perfs, voilà des fois ils me demandent des avis sur des joueurs et compagnie. Quand ils perfent avec, bah forcément moi c'est un double comment dire, enfin je suis contente pour eux. Non en vrai c'est cool. Mais c'est ça aussi qui est bien avec Sorare, c'est que derrière ça amène du partage en fait, c'est-à-dire qu'on va échanger sur nos line-up, on va échanger sur nos derniers achats. Je vais trouver un joueur ou quelqu'un d'autre de ma commu va trouver un joueur, bah on va me le dire en stream, on va me le dire en off, et c'est ça aussi, c'est un lien différent que j'avais pas avec eux avant. Donc là t'apprends aussi quoi, t'es pas, bien sûr, pas seulement spectateur, enfin je présume que tu étais quand même actif. Enfin, quand tu jouais, à mon avis, à part parler, tu sais pas interagir avec ton clavier, enfin sauf quand la partie est terminée. Ah oui, bah après moi je suis quelqu'un qui parle énormément, je suis une femme donc je parle beaucoup. On avait toujours beaucoup d'interactions entre nous, mais c'est une interaction différente dans un truc qui nous passionne tous entre guillemets. C'est-à-dire que les gens qui sont rentrés en Sorare sont aussi ultra hype par le truc et du coup ils sont aussi ultra passionnés et c'est vachement intéressant quand toi t'es hype par quelque chose d'avoir quelqu'un en face de toi qui partage exactement la même hype. Enfin moi c'est le genre de truc que j'adore. On est tous un peu ultra motivés par le même sujet et du coup voilà on peut parler longtemps d'un truc sans que ce soit redondant pour la personne qui est en face et c'est cool tu vois. Quand tu t'es lancé donc sérieusement il y a quoi? Il y a 6 mois, plus ou moins. Ouais. Tu t'y connaissais dans quel championnat? Parce que t'es amateur de foot, tu l'as dit plusieurs fois, mais tu suivais principalement quel championnat? Je présume que le championnat belge, tu le suivais pas trop, non? Non, je connaissais rien. Non, là, je laisse ça à Marie. La JPL, franchement, je connaissais rien. Alors, je connaissais Bruges, etc., parce qu'on les avait déjà eu en poule avec Paris, mais je connaissais vraiment, j'aurais pas pu citer, je pense que j'aurais pu citer 2-3 équipes grand max chez eux. Moi, je suivais déjà beaucoup plus tout ce qui était PL, Ligue 1, enfin, les 5 grands championnats. L'Italie, un peu moins. Enfin, même maintenant, c'est pas le championnat que je suis le plus. Et puis surtout Paris. Paris, j'ai dû louper, honnêtement, je supporte depuis fin 2007. J'ai dû louper 2 matchs et en 15 ans, vraiment, je loupe aucun match, même les matchs de coupe, etc. Incroyable. Et donc l'amour du foot, c'est d'abord l'amour du PSG, quoi. Exactement. Ça a commencé contre un match, parce que moi à l'époque j'étais au Mans. Le MUC 72 à cette époque-là était encore en Ligue 1 et on a affronté Paris, mais mon père avait eu des places gratuitement. Du coup je suis parti voir le match et on a affronté Paris. C'est de là que j'ai commencé à suivre Paris en fait. Okay. Et donc là t'as dû faire une sacrée séance de rattrapage pour maîtriser un peu tous les championnats Challenger. Dans la Ligue Challenger, tu te focalises sur certains championnats ou bien non, tout est bon? Bah honnêtement, je me suis trouvé une petite passion pour le Redivisie où vraiment j'ai l'impression qu'il y a plein de pépites, il y a plein de joueurs super intéressants, même leur fond de jeu est intéressant. Je pense que Sorare m'a vraiment fait découvrir pour le coup le Redivisie que je connaissais mais alors vraiment pas du tout. Ça c'est une certitude. C'est je pense le deuxième championnat que je dois quasiment le plus. Ouais, je pense que après les 5 en vrai je pense que c'est même eux que je regarde le plus. Je regarde déjà tous les matchs de l'Ajax, du PSV, etc. Donc ouais, je pense que c'est le Redivisie qui a un peu qui a pris le dessus. Exactement. Bon je pense que c'est un bon choix. C'est quand tu regardes les top joueurs qui vont dans des gros championnats, il y en a quand même énormément
des légendes aussi, des Ronaldo, etc., qui sont passés par la case Eredivisie, Ajax, PSV, même un peu maintenant Feyenoord, Alkmaar et tout. Et c'est vrai que c'est plaisant à regarder, les matchs d'Eredivisie, c'est aussi du total football. Ouais, je suis d'accord. Bien, on voyage un peu. Maintenant, on va aborder notre... tu sais, finalement, le podcast, c'est vrai que tu parles beaucoup, mais tu suis un bon débit, tu vois. Et donc, je parle un peu vite. Finalement, là, ça fait même pas 50 minutes et on arrive aux dernières rubriques. Écoute, comme ça. Alors, après, j'ai plein de choses à dire s'il n'y a pas de souci. Vas-y, si t'as encore d'autres choses à rajouter avant que j'attaque. Non, vas-y, t'inquiète, je rebondirai, j'essaierai de... T'inquiète pas. Ça va. Alors, ton joueur préféré dans la vie réelle et sur Sorare, et là où les raisons pour lesquelles tu l'as choisi. Bon, alors pour ceux qui me connaissent, mon joueur préféré IRL, c'est Neymar. Alors, je sais qu'il y en a plein qui ont du mal, mais moi j'adore. Vraiment, c'est mon joueur. Je vais pas dire que c'est mon joueur préféré au Paris Saint-Germain. Enfin, si, c'est kiff avec Verratti, mais c'est clairement Neymar. Je sais pas. En fait, j'aime tout de Neymar. Je pourrais pas. C'est un joueur fantasque. Il est trop technique. Enfin, j'aime tout de Neymar en vrai. Donc clairement, IRL, c'est sûr que c'est Neymar. Et donc c'est pour ça que tu prends sa défense par rapport à Mbappé. Après, non, alors, pour le coup. Si on se base, si les rumeurs sont correctes, et que Mbappé voulait que Neymar quitte le club. En fait, déjà, moi, j'essaie toujours d'être objective pour le club. J'essaie pas d'être objective parce que j'aime bien quelqu'un, etc. J'essaie toujours de me dire, bon, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien pour le club? Et notamment, Neymar, c'est un créateur. Enfin, de toute façon, on le voit sur le début de saison. Enfin, clairement, il nous a apporté énormément sur le début de saison. S'il avait pas été là, je pense que les résultats n'auraient pas été les mêmes. Même si bon, il a aussi ses mauvais côtés. Mais oui, moi voilà, je suis team Neymar. À la Coupe du Monde, je serai pour le Brésil, je vous le dis direct. Il y a vraiment, en fait, j'espère juste secrètement. Devant la France? Moi j'ai. Mais oui. non. En fait, déjà, je vais pas. Non, mais pour être tout à fait honnête, j'ai du mal à croire à une perte de la France cette année. Voilà, je sais pas, je le sens pas. Je sais pas, je le sens pas. Ça me. Quoi, parce que il y a plus de joueurs dans l'infirmerie que sur. Ouais, déjà avec l'enchaînement des matchs, etc. Il y en a plein qui vont pas être là. Et des joueurs importants, et puis je sais pas, j'ai du mal à y croire, donc c'est vrai que oui, potentiellement je serais pour le Brésil au mondial, en espérant qu'il fasse quelque chose. C'est le fait de vivre en Hongrie, je pense, sinon ce serait quand même compliqué, non? Ouais, après c'est sûr que après non, j'avais quand même supporté la France en 2018, mais c'est sûr que je suis peut-être moins moins dans le chauvinisme ou dans le patriotisme que ceux qui sont encore en France. Dis, pour le coup, tu regardes un peu le championnat hongrois et l'équipe nationale qui fait quand même des belles perfs, Alors, c'est des joueurs qui se donnent beaucoup. Alors, bon, là, maintenant, l'effectif est quand même bien meilleur que ce qu'on a connu il y a quelques années. Mais par contre, si on parle juste de la Ligue hongroise hors équipe nationale, c'est inregardable, vraiment. Okay. Enfin, faut vraiment pas aimer. Tu ne souhaites pas que ça arrive sur Sorare, quoi. Ouais, non, franchement, là, le niveau est vraiment pas très bon. Il y a pas de, non, franchement, c'est pas, enfin, si t'aimes le foot, tu vas pas être enfin, c'est pas le genre de championnat que tu vas regarder, quoi. C'est un peu comme tu regardes un peu des matchs croates ou du championnat croate ou pas? Pas du tout. Ah, c'est pareil? Écoute, je veux pas être méchant, peut-être que on va pas être content avec ce que je dis, mais j'ai regardé 2-3 matchs parce que j'avais des joueurs de l'Hajduk Split, comme Kalinic et tout, et ça se regarde difficilement. C'était l'année passée où il y avait Ferro là, qui était un des GOAT défenseurs et tout, et je me dis j'ai quand même Ferro, j'ai quand même Kalinic dans l'équipe, je vais regarder. J'ai regardé 2 matchs, puis je dis non, j'ai mal aux yeux, c'est pas possible je préfère passer du temps à regarder des beaux matchs, même de Eredivisie, ou même en Turquie aussi, il y a des matchs parfois qui sont très sympas, c'est aussi assez ouvert, je trouve, en général. Ouais, c'est ultra offensif. Voilà. Bon, à mon avis, ça doit être plus ou moins le niveau championnat. Oh oui, c'est pas leur sport de prédilection en Hongrie, donc clairement. Mais par contre, l'équipe nationale, ça joue bien, Ils ont mais en fait, après, ils ont un public assez acharné, quand même. Ouais, et puis ils se donnent à 1000%, quoi. Ça compense un petit peu tout le reste, en fait. Ouais, c'est la mentalité des Hongrois, ça. Ouais, c'est l'envie. Ils y vont à l'envie, Dieu merci, parce que bon, le talent, pour certains, c'est pas le truc qui prime, quoi. Tsobola, il est bon, quand même. Ouais, mais il y en a quelques-uns. Il y a le petit qui a adoré aussi ici, qui a la Z, Kerkez. Ouais, Kerkez, l'arrière, le latéral, là. Ouais, et lui, vraiment, pour le coup, il est très très bon. Mais il y a quelques bons joueurs. Mais au global, c'est pas,
c'est quand même assez faible dans certains secteurs. On va pas. Je pense que bon là en Nation League, les équipes étaient plus ou moins toutes rincées. On l'a vu un petit peu, ça faisait beaucoup tourner, etc. Donc ça a un petit peu aidé. Quoique contre l'Allemagne, c'était quand même pas mal, mais bon, c'est quand même voilà. Je pense que c'est une équipe qui a ses limites, quoi. Et pour en revenir à Neymar, donc son côté fantasque sur le terrain, ça te pose pas de problème, quoi. T'aimes bien le voir plonger, en fait. Il y a peu de joueurs comme ça, en fait. C'est des joueurs un peu spectacle, et moi j'adore. Enfin, c'est clair, et en même temps, l'Italie était très connue à l'époque pour ses petits sauts. Mais il avait expliqué il y a quelques années, il était quand il venait de débarquer au Barça, et ça m'avait touché. Pas que ça m'avait touché, ça m'avait frappé. Mais il expliquait encore que ses sauts, etc., ça le permettait en fait de se protéger, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui est fort déroutant, qui est dribble, et que ça peut énerver de temps en temps des défenseurs, parce que c'est pas gai de te faire humilier comme ça, et que le fait de plonger très haut directement au moindre contact, et même parfois avant le contact, ça permettait de se protéger. Et c'est vrai, quand tu vois au niveau de sa santé, quand même, ces dernières années, il a pas été épargné, surtout depuis qu'il est au PSG. Là, j'espère qu'il va faire une saison complète, c'est la seule crainte de toute façon avec Neymar, c'est ça, le problème, c'est les blessures. Donc est-ce qu'il sera épargné cette année ou pas, on verra. J'espère aussi, parce que je l'ai, et il m'est vraiment bien utile. Attention, il est suspendu ce week-end contre Ajaccio. Oui, je sais. Malheureusement. Alors bon, et ton joueur préféré sur Sorare? C'est Tadic, 100%. Voilà. Celui-là, je suis content. Non, mais Tadic. Alors déjà, il faut savoir que je l'ai acheté aujourd'hui en SR, d'ailleurs, pour la petite anecdote. Félicitations. Merci. En fait, déjà, l'Ajax au global, j'ai découvert l'Ajax du coup en mars-avril, et je sais pas, j'ai accroché direct. Il y a une âme dans cette équipe, je saurais pas l'expliquer exactement, mais il y a quelque chose qui fait que déjà que les joueurs sont, je trouve, attachants. Tout ce qui est Tadic, etc., je les trouve, ils ont un truc en plus, et puis ils ont un fond de jeu qui dure depuis c'est-à-dire que le jeu qu'on voit là, c'est le jeu qu'il y avait déjà il y a 6 ans, etc. Ils ont une identité de jeu exceptionnelle, je trouve. Et puis je sais pas, l'Ajax j'adore, Tadic c'est un peu le leader de l'équipe, et j'adore. Voilà, Tadic, honnêtement, c'est le mec qui donne à fond, c'est le mec qui va tout le temps servir l'équipe. J'adore, franchement, lui je lui trouve même pas de points négatifs, il est jamais blessé, il score extrêmement bien sur Sorare. Franchement, ne pas aimer Tadic, je sais pas s'il y a des gens qui n'aiment pas Tadic, je pense pas que ça existe réellement, mais j'ai jamais entendu, non, j'ai jamais entendu. On est d'accord. Quelqu'un qui surtout quand t'es manager Sorare, non mais oui. Après, tu peux être un peu plus critique, parce que le début de saison, il était moins il reste performant, soyons clairs, mais il était moins performant qu'avant, où il faisait partie du top 5 des meilleurs joueurs. En même temps, avec le changement d'entraîneur, il jouait plus en numéro 10 qu'à son poste de prédilection à gauche. Et au dernier match, il a joué à gauche et il a tapé un 100. Il a tapé 100. J'ai bon espoir que ça reste, qu'il reste à gauche, et que Bergwijn passe à droite, du coup, parce qu'il était à droite, me semble-t-il, sur ce match. Oui, tout à fait, c'est ça. Mais honnêtement, moi, je suis pas grande fan de Bergwijn, je suis très grande fan de Tadic, donc il y a pas photo. Je pense qu'on doit, surtout qu'à son âge, c'est peut-être plus compliqué de s'adapter maintenant, quand t'as joué tant d'années à un poste, etc. Moi, je pense que vraiment, il faut laisser Tadic à gauche. Bergwijn, je pense qu'il aura tout le temps de s'adapter, peut-être à droite, ou où il veut sur le terrain. Franchement, vous le mettez où vous voulez, je m'en fiche. Mais laissez Tadic à gauche. Ouais, et Bergwijn à droite. Ouais, à droite, où il veut. Franchement, même sur le banc, si ça le chante, franchement, je m'en fiche. Mais je suis d'accord. C'est un artiste, Tadic, il est tellement beau à voir jouer. On dirait qu'il flotte sur le terrain. Puis c'est un mec, ça se voit, il est sympa. Je saurais pas l'expliquer, mais ça se voit que c'est un mec super cool. Ouais. Ok. Bon, écoute, excellent choix. Alors, ton plus beau résultat, je présume c'est ta victoire. Ouais, j'ai fait, c'est il y a pas si longtemps, c'était en août, ou fin août, début septembre, je crois. J'ai fait top 1 du coup en All-Star Limited, et j'ai reward notre ami, le GOAT des milieux de terrain de champ, Monsieur Kimmich. Magnifique. Mais que tu as vendu entre-temps. Que j'ai vendu entre-temps, du coup, déjà je l'avais déjà en 2 fois Kimmich. Enfin, en fait, j'avais 2 limited de lui, du coup ça m'en faisait une 3e, et puis après j'ai arrêté les limited entre-temps, donc du coup j'ai tout vendu. Et ta plus belle récompense, parce que Kimmich Limited c'est top de chez top, mais ça reste Limited, et avec les cartes que t'as, je présume que t'as déjà pris du lourd en rare, voire super rare. Pour tout ce qui est rare, du coup j'ai une depuis début août, et j'ai eu notre ami, en plus que j'adore IRL, donc ça tombait super bien,
Jude Bellingham. Donc ça, c'était fin ou pareil. Ça devait être quasiment dans les mêmes eaux que mon top 1 en fait. Magnifique carte. Ouais, Jude en plus. Très déçu qu'il ait pas eu le trophée Copa parce que je pense qu'il le méritait. Un peu incompréhensible même que ça soit. Ouais, Gavi, c'est. Puis en plus. J'aime beaucoup le Barça. Gavi est bien, mais je comprends pas comment est-ce qu'il a pu remporter devant un Jude Bellingham ou même un Moussiala. Comprends pas trop. Bah Moussiala, dans l'idée, je me disais que c'était encore pas... Enfin, il avait beaucoup moins joué l'année passée, donc peut-être que... Mais Bellingham méritait complètement. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai ouvert cette récompense en stream, et dans le pool de reward, justement, en haut, il y avait Gavi, et il faut savoir que moi, j'ai vraiment un gros problème avec Gavi, et c'était vraiment le joueur que je ne voulais pas avoir. Et au final, Dieu merci, j'ai eu Jude, mais ouais, non, Jude, franchement, c'est... Je sais pas où il finira l'année prochaine, mais c'est vraiment un super joueur, et je pense que il a... je pense qu'il va nous montrer encore toute l'étendue de son talent durant les années à venir, parce qu'il est encore super jeune. Je me dis, ce mec-là avec de l'expérience, ça va être terrible. Ouais, tout à fait. Par rapport à un Pedri et un Moussiala, tu préfères Jude? C'est tellement des joueurs différents. Ouais. Franchement, j'aime les trois. J'aime beaucoup Pedri. Alors pour le coup, j'aime pas Gavi, mais j'aime beaucoup Pedri. Pourquoi t'aimes pas Gavi? Je le trouve. En fait, pour moi, c'est le mec qui est moyen dans tout et bon dans rien. Voilà. Je trouve qu'il compense beaucoup par l'implication qu'il a. Vraiment, c'est le mec, il a la grinta. Il court, il va rattraper des ballons, etc. Mais je le trouve extrêmement limité. Sa vision de jeu, elle me plaît pas. Il y a dans le match, des fois, je vois des trucs, je me dis c'est pas possible. On n'est pas sur le même match, quoi. J'ai beaucoup de mal. Et pour moi, alors je suis désolée s'il y a des fans de Gavi et du Barça qui écouteront ça, mais pour moi, il doit être dans la hiérarchie en tout cas, derrière De Jong et derrière Kessié. Je suis désolé, mais pour moi, les deux passent largement devant. Pour De Jong, je suis d'accord. Kessié, c'est un peu dangereux parce que c'est quand même un gros déménageur. Ouais, mais il en faut parce que Pedri à côté. Je l'adore, Pedri. Pour le coup, lui. Moi, j'adore Pedri aussi. Ouais. Ah, voilà. J'adore Pedri. D'ailleurs, pendant le mercato, j'avais vendu quelques cartes un peu au rabais, je pense au même manager que toi. Et j'avais pris Pedri dans la foulée. J'adore trop ce joueur. Ouais, mais moi je suis d'accord. Mais là pour le coup c'est un mec qui a du talent, tu vois. Gavi, Là, tu l'as bien taclé, Gavi. Mais désolé, Gavi, je te suis aussi. Je suis pas fan. Vraiment, je suis fan du Barça, mais je sais pas ce qu'on trouve exactement à Gavi. En tout cas, je vois pas ce qu'il a de plus, comme tu dis, par rapport à un De Jong. Même si De Jong c'est parfois moyen, il apporte, je trouve, plus qu'un Gavi. Mais enfin bon. Xavi est un excellent coach, donc je présume qu'il sait ce qu'il fait. Enfin, on verra bien ce que ça va donner comme résultat, parce que là en Champions League c'est pas génial. Ils sont quasiment dehors, et en championnat, c'est très beau. Les deux défaites là ont fait mal clairement. Moi je voyais pas. C'est là que tu vois que quand tu n'as pas Araujo et Koundé, même si Koundé est revenu contre le Real, ça faisait quasiment 3 semaines qu'il était absent, donc directement mis dans le bain contre le Real, c'est quand même pas génial. Mais c'est là directement, t'as Araujo qui manque, d'office tu vois les plaies béantes quand t'as les Piqué, etc. qui reviennent. Ouais, mais Piqué malheureusement il devrait même plus jouer déjà, donc c'est compliqué derrière de l'aligner en LDC notamment. Le match, en fait le problème c'est plus de se dire qu'avec un tel mercato, ça va finir en Europa et potentiellement pas non plus champion de Liga, donc non. Après c'est sûr quand t'as des blessures en plus ils ont bien comme enchaîné, ça dans un secteur qui leur pose problème depuis de nombreuses années. Mais voilà, tu es obligé de faire avec les moyens du bord, et les moyens du bord c'est les mêmes que les années précédentes, mais en plus vieux. Le problème c'est que même offensivement, alors pour le coup, j'ai trouvé ça tellement faible. Moi j'ai un gros problème avec un de vos joueurs, c'est Rafinha, donc moi Rafinha je comprends pas. De temps en temps il fait du bon, de temps en temps il fait du moins bon, mais le problème c'est que quand t'as Rafinha d'un côté et Dembélé de l'autre côté et que les deux passent un peu à côté, ça donne des résultats pareils, parce qu'ils sont capables tous les deux de faire des actions incroyables, même si je préfère de loin Dembélé à Rafinha. Je sais pas ce que toi tu en penses. Ouais, pareil, autant Dembélé j'aime bien, même si des fois il est peut-être un peu trop suffisant, il va trop tenter des trucs qui ont pas vraiment de sens, mais bon, il a la capacité d'éliminer un joueur, c'est exceptionnel, c'est pour moi dans ce qu'il fait c'est le meilleur, mais Rafinha moi c'est une énigme, je comprends pas. Là maintenant je crois que les derniers matchs il faisait un peu plus jouer Ansu Fati, qui lui pour le coup s'il reste entier, il est quand même très bon aussi. Moi je préfère voir un Fati qu'un Rafinha pour le coup. Moi aussi. Moi, si je devais choisir, ça serait Léa en pivot, un profil que Mbappé voudrait bien avoir. et je pense qu'Mbappé il aimerait bien avoir que des Mbappé dans son équipe, c'est un peu le problème, mais. Ouais.
Ouais, bah alors il doit s'adapter à jouer au pivot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Exactement. Bon, où est-ce qu'on en était? Tu parlais de la plus belle récompense, on est bien. Donc pour le coup, moi, Bellingham, je voudrais bien l'avoir. Tu vois, c'est, ça Mais il était pas si cher en début de saison. Hein. Non, c'est vrai. Je sais pas combien il est maintenant. Je voudrais vraiment l'avoir parce que j'ai Pedri, j'ai Moussiala. Ah oui, t'es bien fourni quand même. Voilà. Et j'avais gagné Trent il y a une dizaine de jours. Ah oui. J'avais terminé 2e, mais comme je l'avais déjà, je t'avoue que j'ai hésité. Et puis je me dis non, il faut que j'optimise un peu plus en SR parce que t'en as parlé très brièvement tout à l'heure, mais c'est une hécatombe. Hein. Moi, je pourrais créer aussi une galerie, un 11 FC Hospital. Ah bah pareil. C'est une hécatombe. Donc mes attaquants SR, c'est en champion, hein. Donc j'ai Haller. Bon, Haller, le pauvre. Ouais, voilà. Malheureusement. J'ai Dybala. Après, on va me dire, ouais, mais Mehdi, t'as pris Dybala. Ouais, mais Dybala, il faisait une très belle saison à Rome et puis clac, boum. Au revoir. Il y a, je sais plus. Enfin, vas-y, je te laisse parler. Je vais regarder un peu moi mon FC Hospital. Non mais j'ai le même FC Hospital que toi, donc je comprends complètement. J'ai exactement le même problème. Mais alors, moi déjà, c'est le FC Infirmerie et le FC Carton Rouge. Toutes les semaines. Et vraiment, je n'en rajoute pas. Toutes les semaines, voire quasiment toutes les W, j'ai une SR qui prend un rouge. Voilà, c'est ma spécialité. Je sais pas, il y a des gens qui ont des talents dans certains trucs. Bah moi, c'est ça le mien. C'est que quand j'achète une SR, il y en a forcément une. Là, par exemple, sur cette W, c'est NGA2. La JW dernière, il y avait Ramos. Avant, j'ai eu Di Maria, j'ai eu Quadrado. Je peux te faire vraiment une liste de courses exceptionnelles. Et quand c'est pas ça, c'est les blessures. Donc bon bah comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, il faudrait que j'achète 3 SR quasiment pour avoir un joueur de dispo quoi. C'est du jamais vu. Après, si t'es attiré comme ça par des profils un peu brutaux, un peu brutal, c'est un peu compliqué. Hein. Ah, mais des mecs comme NGA2, même chose. Je l'ai dans ma line-up. Il a fait un beau 6 points, ce qui est pas mal du tout. Ah bah moi aussi, je l'ai en All-Star Pro, donc j'étais ravi. Voilà. Moi, j'ai un peu plus de chance. En All-Star Pro, j'ai mis Van Dijk, mais ma Challenger, pour le coup, elle est morte. Donc, je revenais à mes super rares attaquant champion. Donc, je t'avais parlé de Dybala à l'heure, et j'avais Schick qui était une machine à marquer les 2 dernières saisons. Et puis là, le Bayern, c'est mort. Depuis que Wirtz en fait est blessé, Schick il est amorphe. Et donc tout ça pour te dire que quand j'ai gagné Trent Alexander-Arnold, j'avais gagné un peu avant Lafont et en rare tous les deux, et j'ai changé ça pour Müller SR. On verra bien si j'ai un peu plus de chance avec Müller ou pas. Aucune idée. Ah ouais, t'as encore confiance en Müller? Ouais, bah écoute, je l'avais en rare, et quand Neymar était longuement blessé la saison passée, ouais, il a fait le taf. J'avais un peu trop d'attaquants champion, et en surfant sur SD, j'avais vu que Müller avait la même valeur que Neymar, et donc je me suis dit avoir Neymar quand même c'est top, et donc il y a un manager qui a accepté de me le trader, donc je suis très content. Mais donc voilà, Müller je l'avais lâché parce que il perfait un peu moins, et puis que j'avais quand même beaucoup d'attaquants champion en rare. Mais là je me dis voilà, Müller SR, je trouve que ça va un peu mieux. Il commence un peu à s'acclimater du fait qu'il n'y a plus son compère où il se trouvait les yeux fermés, Lewandowski. Voilà. Et puis là, Sané est blessé, donc d'office il va starter. Bah écoute, c'est un petit coup de poker. Oui, ça se tente. Ouais, ça se tente. Franchement, en plus c'est pour 2 joueurs que j'ai gagné en reward, donc voilà. Si jamais je rate le coup, j'ai c'est pas grave. J'ai tradé contre des rewards. T'avais fait le choix de prendre Mané ou pas en début de saison? Non, encore une fois parce que j'avais trop d'attaquants de champion en rare, et que la SR elle était vraiment, je la trouvais hors de prix, elle tournait aux alentours de 8 Ether, un truc comme ça. Elle est toujours très très haute d'ailleurs. Hein. Pourtant ça le justifie pas trop. Après une fois qu'il va bien s'acclimater, ça peut faire très très mal. Ouais, pour l'instant, en tout cas, hors scoring Sorare, de ce qu'on voit IRL, pour l'instant, ça marche pas énormément. Je trouve que il est vraiment, je suis désolée, mais je l'avais en rare, je l'ai rage sell sur un match où vraiment j'étais trop énervée. Je me suis dit non, là c'est trop. Enfin, j'avais l'impression que vraiment il ratait tout, etc. Depuis le début de saison, c'était que ça. Je me suis dit bon, là c'est le truc de trop. Mais ouais, je pense que j'en attendais plus que ça. Alors après, peut-être que il a besoin d'un gros temps d'adaptation entre guillemets. Mais c'est sûr que je m'attendais pas forcément à ce genre de performance, que ce soit sur Sora ou IRL d'ailleurs. En même temps, il pourrait dire aussi il manque un attaquant de pointe, quoi. Ils ont pas vraiment remplacé ils ont Choupo-Moting quand même. Un joueur du même profil.
profil, quoi. Ouais, Jean oui, Choupeau et ouais, mais bon, Choupeau, Lewandowski, il y a quand même une petite, Oui, c'est sûr que c'est pas la même. question de niveau, c'est pas la même genre. chose, même si au dernier match, là, il a été très performant, Choupeau. Ok, alors on parlait de Jude Bellingham, ta plus belle récompense. Ton plus gros coup de poisse, si t'en as eu. Ben, moi, j'ai pas vraiment eu de coup de poisse. Comme je t'ai dit, je pense que je suis un peu la reine des timings, mais genre pas dans le bon sens. C'est-à-dire que quand j'achète, le joueur baisse et vice versa. Je suis un peu ou soit j'attends trop et fallait pas attendre, etc. Je pense que je suis très mauvaise sur mes timings, par contre, vraiment. Il y a très peu. Bon, et ça m'arrive des fois d'acheter des cartes et qu'au final ce soit un bon coup, mais je trouve que globalement, c'était surtout le cas en limited d'ailleurs. J'étais parce que le limited ça va vite, le marché change assez rapidement, etc. Et je me trouvais très mauvaise sur tous mes achats, mais j'ai pas eu si ce n'est tout ce que je te dis, hein, genre par exemple ma spécialité de j'achète une SR, je le place pour le week-end et il prend un rouge dans la foulée. Ça c'est vraiment, je pense que c'est une de mes spécialités. Quand tu le mets avec 4 joueurs qui font des superbes scores, oui, sinon c'est pas drôle. Un coup de poisse. Ah oui, c'est pareil, je suis passé alors je sais plus quand est-ce que c'était, mais je suis passé pas très loin d'une grosse reward. Mon joueur est décisif et derrière il prend un rouge, du coup ça annule le décisif entre guillemets. Mais sinon en soi j'ai pas eu d'énormes, enfin j'ai jamais vendu un joueur à un prix qui était pas le bon, etc. Parce que c'est ça, je sais que ça arrivait à certains d'entre nous. Et d'ailleurs ce qu'ils ont mis en place au rare, c'est plutôt cool, parce que du coup maintenant pour vendre un joueur en se trompant vraiment sur le prix c'est dur. Mais moi j'ai pas eu franchement j'ai pas eu de gros coups de poisse ou des trucs où je me suis dit non mais abusé, etc. Si ce n'est mon FC infirmerie et mon FC carton rouge, quoi. Je vois. Et des petits parfois par impulsivité de virer un joueur qui t'énerve en regardant un match, quoi. Ouais, après lui je le regrette pas, hein. Je peux te mentir, Mané, tu peux rester à la hauteur, honnêtement tu ne me manques pas, sache-le. Ok. Bon, ton joueur à suivre. C'est le joueur que j'ai mis un peu trop de temps à acheter, a priori. C'est Keito Nakamura. De Lask en Autriche. Exactement. Il y en a pas mal maintenant qui doivent le connaître, etc. Mais déjà, j'adore le profil. Il est rapide. J'aime beaucoup. Bon, il est pas dans le meilleur club, voilà. Mais franchement, Keito, c'est une belle découverte. Si vous connaissez pas, allez checker. Je sais pas si on peut trouver facilement moi, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais j'ai quelque chose qui commence par un I et qui finit par TV. Donc du coup, j'ai pas mal de matchs, etc. Mais je sais pas si c'est accessible en France de voir tout ce qui est match d'Autriche et compagnie, mais franchement je pense que c'est le cas un peu partout. Ouais. Tu le connaissais comment, Nakamura? Alors je suis tombée à l'époque, ça devait être en fin de saison dernière, quelqu'un qui en parlait sur Twitter et du coup j'ai commencé à regarder quelques highlights et compagnie, et après j'ai commencé à regarder quelques matchs. Il a fait un bon début de saison en plus de ça, et ça devait être peut-être le troisième match, et je me suis dit il faudrait peut-être que j'achète maintenant. Le prix était très bas et je l'ai pas fait. Bon encore une fois erreur. Bon, maintenant je l'ai, mais j'aurais pu l'avoir, même en SR, j'aurais pu l'avoir vraiment peu cher. À l'époque, je m'intéressais pas forcément au SR U23, donc j'avais pas eu l'idée de le prendre, mais pareil, il était pas très cher. Mais ça, j'aime bien, c'est que sur Twitter, des fois, tu vas découvrir des profils, des noms dont t'avais pas forcément connaissance, parce que bon, je pense qu'on fait tous pareil pour chercher des joueurs. Tu sais, on va sur Player Ranking, des trucs, voilà, on cherche un peu comme ça. Mais sur Twitter, des fois, j'ai pas mal de gens intéressants qui vont être ultra spécialisés dans un certain championnat et qui vont mettre en avant des joueurs qui perfent pas à l'instant T, mais qui sont extrêmement intéressants dans ce qu'ils font IRL. Et je trouve que c'est un truc à prendre en compte, parce qu'au final surtout les jeunes joueurs, ils se développent, comme Keito par exemple, ils se développent et au final ils deviennent de plus en plus décisifs, ils sont meilleurs au fil du temps, et ça devient des profils super intéressants pour Sorare, je trouve. Parfait. Dernière question, si tu avais Nicolas Julia en face de toi, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? S'il y avait Nicolas, honnêtement, déjà merci, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, parce que comme je te le disais au début de l'interview, je pense que Sorare, ça a amené un truc en plus dans ma vie, entre guillemets, dans le sens où mes week-ends sont un peu différents, je vais regarder le foot différemment. T'as tout un aspect. Je trouve que quand tu joues à Sorare, parce que t'aimes le foot, parce que tout ça, ça donne un aspect, un regard différent sur les matchs, sur les joueurs, sur tout ça, et c'est ultra intéressant. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'adore. Donc clairement, merci. Après, des conseils, moi, des améliorations que j'aimerais, j'en ai pas vraiment, parce que j'ai un petit recul sur le jeu. Moi, ça fait très peu de temps que je suis là. Donc, évidemment, des mecs qui sont, par exemple, Torque et compagnie, qui sont là depuis 2 ans, eux, ils ont tellement vu des choses sur Sorare, ils ont vu quelques évolutions de gameplay, des ajouts et compagnie. Donc, je pense qu'ils ont plus de recul pour dire, j'aimerais ça, etc. Moi, par exemple, pour prendre mon cas, je me lasse pas du jeu, je suis super hype quand je fais mes compos, etc. Donc, je pourrais pas vraiment trouver de points à améliorer.
moi, tant que tout ce qui est marketing, onboarding, etc., ça continue à avancer, j'en demande pas énormément plus. Je m'amuse déjà sur le jeu. Je pense qu'à terme, on aura en plus, de toute façon de plus en plus de compétitions, parce que c'est aussi dans leur intérêt. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient tout ce qui était barre du 1v1, etc., ou atteindre certains points. Je suis pas contre. Voilà, je pense qu'en vrai, il y a tellement de choses possibles à faire. Moi, le seul truc où potentiellement je suis pas forcément ultra hype par l'idée, je sais qu'il y en a qui aimeraient un changement total de gameplay. Moi, j'adhère pas vraiment à l'idée, dans le sens où demander à Sorare de changer le gameplay, c'est aussi potentiellement léser des managers qui sont là depuis longtemps, etc., qui ont pas forcément un énorme budget, qui vont pas pouvoir s'adapter et qui vont devoir quitter un petit peu le navire. Parce que il y a ça aussi à en prendre en compte. Les gens veulent beaucoup de changements, mais s'il y a beaucoup de changements, potentiellement ça va impacter ta galerie. Et si ça impacte ta galerie, est-ce que tu vas pouvoir tanker le truc? Parce que voilà, je pense que c'est complexe, et je pense que les gens se rendent pas forcément compte à quel point finalement c'est difficile de prendre les bonnes décisions, etc., pour déjà que ce soit de la nouveauté, mais pas non plus que ça chamboule ceux qui sont là depuis un certain temps. Il y a tellement je pense que la limite est vraiment très très fine entre tout ça. Mais ouais, Nicolas, merci, juste merci, parce que franchement, Sorare, c'est un super jeu, l'idée était top. Ouais, non, franchement, Sorare, c'est une très belle découverte. Je pense que ça compense un petit peu le manque que j'ai de pas trouver de jeux vidéo. Je passe plus de temps sur le foot quand j'en ai, et puis voilà. Je rebondis un peu sur ce que t'as dit. C'est vrai que l'équilibre, tu changes quelque chose, il faut faire attention que l'équilibre, qui est quand même assez fragile, parce que t'as le supply, t'as toute une série de paramètres à prendre en compte, et si tu changes radicalement le gameplay, ça peut vraiment avoir un impact important. Donc rajouter des nouveaux modes comme ils l'ont fait, et je pense qu'ils vont continuer à le faire, c'est top, parce que ça permet justement un peu à tous les budgets, à ceux aussi qui aiment bien passer du temps à scouter, etc. Ces gens-là en général ces managers-là sont récompensés de leur temps passé, de leur recherche. Mais si ils appliquaient par exemple le même gameplay qu'ils ont mis en place dans un premier temps pour la NBA avec un salary cap, il y aura clairement des remous, parce que voilà, t'as des grosses galeries, t'as des petites galeries, et puis qui vont pas forcément se retrouver dans ce nouveau gameplay, et il faudrait pas qu'il y ait des grosses secousses, et qu'il y ait des managers qui quittent le navire parce qu'ils se retrouvent plus dans ces changements quand même importants, alors que ça fait comme tu dis, pour les anciens 2-3 ans qui sont dans le jeu, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis selon ton budget, t'auras plus ou moins de facilité entre guillemets à t'adapter, c'est-à-dire que t'as une grosse galerie, donc forcément tu vas pouvoir peut-être mettre plus de choses en place pour pouvoir un petit peu rentrer dans les nouveaux critères. Mais quelqu'un qui a déjà pas forcément un gros budget, voilà, un joueur moyen, parce que au final la majorité des joueurs c'est pas des baleines, c'est des joueurs petits ou moyens, ces joueurs-là est-ce que ça va pas les décourager quand ça fait 1 an que tu grindes, que voilà, tu t'augmentes de petit à petit ta galerie, etc., et qu'au final on te dit non, là on change tout parce que voilà. Moi je pense que c'est pas la bonne solution. Rajouter des modes de jeu, etc., oui. Potentiellement faire d'autres petits modes sympas 1v1, comme on voit par exemple sur Sorare Mega ou Sorare Data, voilà, faire des 1v1 entre managers pour gagner des trucs. Pareil ici, hein. Alors pour le coup, une demande, c'est le shop sur Sorare. Quand est-ce que on va avoir des nouveautés dessus? Parce que ça, pareil, il y a tellement de trucs à faire. Oui, je pense que c'était Will Smith ou Podernos, un des deux derniers invités qui ont aussi émis la même remarque, qui voudrait bien que le shop aussi soit vachement amélioré, parce qu'il a pas changé depuis bien avant que tu sois inscrite, en fait. Ah d'accord, ok, ouais. Donc ça fait 1 an et demi, je pense, que le shop n'a pas bougé. Mais ça, c'est pareil, ça plairait tellement aux gens, tu vois. Ça, je pense que c'est le genre de truc. Peut-être tu mets des trucs, des petits défis pour aller les chercher, ou je sais pas, par exemple, tu vas gagner une carte, j'en sais rien, sur une certaine compétition, tu vas gagner une carte plus un truc du shop bien spécifique et compagnie. Il y a tellement de choses à mettre en place vis-à-vis de ça, qui par exemple ne remettraient pas en cause leur pourcentage de distribution de reward, mais juste des trucs, des goodies, des trucs à la con, au final qui plaisent à tout le monde, tu vois. C'est des trucs un peu débiles, mais c'est des trucs qui, moi c'est genre les bannières, habiller un peu plus ma galerie, c'est des trucs, ça paraît idiot, mais c'est des trucs que j'aime bien, parce qu'au final à la fin ça devient sentimental. C'est, même si vaut mieux toujours avoir un certain détachement vis-à-vis de ces cartes, mais
en fait tu fais grandir ta galerie, tu les achètes, il y a un truc qui se crée, etc. Donc tout ce qui est design et compagnie, pouvoir mettre ce que tu veux derrière, c'est moi j'aime. Enfin après vraiment je pouvoir la personnaliser quoi. Ouais, mais je sais pas, j'aime trop les trucs comme ça et je sais que pour le coup, moi j'ai ramené pas mal de filles sur le jeu qui jouent et on a toutes plus ou moins le même avis sur la question et en se disant en fait on aimerait pouvoir avoir accès à plus de choses, pouvoir plus personnaliser tout ce qui est possible de personnaliser quoi. Parce que pour le coup, je pense qu'il y a la bannière, tout ça, tu voudrais pouvoir la personnaliser, quoi. Ouais, parce qu'au final, on a quasiment tous les mêmes, puisqu'il y a quoi? Il y a une dizaine de bannières, peut-être? Ouais, c'est ça. Il n'y en a pas énormément. Donc, voilà. Si Nicolas, Julia nous écoutent, il faudrait. Nicolas, s'il te plaît, fais un truc avec la boutique, quelque chose. Ouais, voilà. Est-ce que t'as un sport que tu voudrais voir débarquer? Moi, mon deuxième sport de prédilection après le foot, c'est le tennis. Donc, je dirais le tennis, même si je suis consciente je suis consciente du fait que ça, en termes de gameplay, je vois mal. Alors après, évidemment, c'est pas mon job, mais je vois mal comment tu peux mettre ça en place. Mais j'adorais le tennis parce que, en plus de ça, il y a des tournois toute l'année, etc. Et puis le tennis, je sais pas, c'est un sport que j'ai suivi depuis longtemps, j'en ai fait. C'est un sport. T'es aussi ex-joueuse de tennis? Oui, alors pour le coup, niveau nul, mais j'en ai fait. J'ai fait du basket et du tennis quand j'étais plus jeune, mais ouais, non, pour le coup, le tennis, c'est vraiment, je pense, le sport. Là, pour le coup, si le tennis venait à sortir, c'est sûr que je prendrais des cartes, parce que c'est un sport que j'adore suivre, et puis c'est mon deuxième sport après le foot, quoi. Ouais. Moi aussi, c'est mon premier sport en fait. Ouais, mais si ça débarque là, non, déjà, le tennis. Mais déjà avoir la NBA, c'est déjà problématique parce que je dois trouver du temps. Mais si en plus encore il y a le tennis qui débarque, aïe. Je dois tout quitter. Mais d'ailleurs, c'est une petite question. Aussi, et passer sur Twitch pour pouvoir manger et y a mes enfants. Mais bon, a priori, hein. Mais le problème, c'est qu'ils payent plus. J'ai entendu quelqu'un dire au début d'émission que ça payait plus, donc. Ouais, là, je pense que franchement, c'est pas vraiment le moment pour se lancer sur Twitch si tu cherches un peu d'argent. Hein. Clairement, c'est pas le bon truc. Mais du coup, est-ce que toi, t'as vendu des cartes foot pour aller en NBA? Écoute, je t'avoue que j'ai bradé mes derniers rewards gagnés. Là, D'accord. je vais plus ou moins pour un Ether, mais je les ai bradés. Hein. Okay. Un autre manager bien connu. Qui rachète des bundles, Katos, pour pas le nommer. Okay. Et avec ça, j'ai fait deux folies parce que j'ai clairement surpayé, mais mes deux fils jouent au basket, en fait. D'accord. J'ai un fils de 19 et un autre de 11 ans, et c'est des mordus de basket. Et papa, Morant. J'ai Morant surpayé, je crois que j'ai pris la 4e limited, et puis j'ai pris le premier pick de la draft, Paolo Banchero, qui est pour moi une future star de la NBA. D'accord, je connais pas du tout. Mais après, je suis pas super objectif parce qu'il joue dans mon équipe préférée, les Orlando Magic. Donc voilà. Mais je pense vraiment qu'il va être énorme. Donc j'ai aussi surpayé pour avoir une de ses premières cartes limited. Mais voilà, je vais m'y mettre. Là, j'observe un peu le marché. J'ai surtout délégué ça à mon grand-fils qui avait pas trop accroché pour le foot. S'était lancé un moment, puis il m'a très vite dit que ça l'intéressait pas trop. Ouais. Par contre, la NBA, c'est une autre histoire. Ouais, c'est donc, sûr. Après, quand c'est ton sport, je vais un peu lui déléguer ça et donc voilà. C'est lui qui va manquer de sommeil, c'est pas moi, mais bon, quand on est jeune, franchement, ouais, on peut enchaîner les nuits blanches, ouais, sans problème. C'est clair. Non, mais c'est vrai que la NBA, je pense que franchement, pour le coup, c'est une bonne pioche du côté de Sorare, parce que puis là, vraiment, je reviens dessus, mais moi, le design, quand j'ai vu les cartes, j'étais en mode, oui. Ah ouais, non, c'est canon. Mais par contre, je pensais vendre une bonne partie de ma galerie pour vraiment investir sérieusement dans la NBA. C'est pas le cas. Ouais. Parce que c'est un peu comme toi dans le sens où voilà, on est là à optimiser. C'est du sérieux vu les valeurs de galerie, vu les noms qu'on a, etc. Et donc c'est difficile, je pense, d'être ultra performant dans tous ces sports, sauf si tu fais ça quasiment H24. Donc le gameplay NBA, oui, clairement, mais plus pour le fun. Donc je pense aller plus vers les limited et peut-être le mode pro. Tu peux mettre des limited et des rares. Mais bon, pour le coup, les limited, c'est vraiment des très très limited puisque c'est 5000. Les rares, c'est du 1000, c'est pas du 100. Donc voilà, pour le fun. Vraiment là, c'est plus pour vraiment. Ouais, c'est plus pour le côté fun, tandis que Sorare Football, moi, il y a le fun aussi, mais il y a quand même aussi
comment dire. Mais ça, c'était une grosse crainte globale, j'ai trouvé du Sorare Foot. Il y a beaucoup de gens qui se posaient la question de est-ce que finalement la NBA va pas impacter le foot, dans le sens où est-ce que certains vont pas vendre pour partir en NBA. Au final, en tout cas moi dans mon entourage, j'ai vu personne vendre vraiment pour aller en NBA. Alors il y en a qui ont vendu un petit peu pour acheter quelques cartes, mais globalement il n'y a pas eu de gros changements, en tout cas de ce que j'ai vu. Je pense qu'il y a un streamer connu qui Fields. Non? Ouais, voilà, c'est ça. Okay. J'avais peur de me tromper, mais c'est Fields. Je pense qu'il a tout vendu pour acheter. Ah, tout vendu? Moi, je l'ai vu. Il me semble qu'il a. Alors, si je dis pas de conneries, il me semble qu'il a vendu ses rares pour justement pouvoir acheter en NBA, mais il a toujours ses limited. Et je pense qu'il fait du 50-50 pour le coup. Après, lui, il est beaucoup dans le trading, il me semble, donc c'est peut-être plus simple. Je regarder sa galerie foot. Ouais, effectivement, il lui reste une seule rare. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il a une seule rare, 2 super rares, mais tout le reste, il a plus de 300 limited. Donc, effectivement, après, c'est quelqu'un qui trade beaucoup, donc. Bon, on arrive à la toute dernière partie. Alors, on a reçu quelques questions sur le fil Twitter. Tu parlais tout à l'heure des femmes. Alors, c'était démystifier un peu cette légende. Donc, Raditz13 qui dit avec Marie, sont-elles les seules Sorare Girls? En connaît-elle d'autres? Et tu m'as dit oui. Qu'il y en a plein. Oui, tout à fait. Alors en fait, le truc, c'est qu'avec Marie, on est sûrement celles qui sont le plus connues, entre guillemets, enfin je mets des guillemets, mais dans le sens où on stream et compagnie. Mais alors moi, il faut savoir que sur mon stream, j'ai pas mal de filles et quasiment peut-être 80% doivent jouer à Sorare. Il y a Chloé, il y a Mandy, etc. D'ailleurs, Mandy a fait première de la spécialiste il y a pas si longtemps. Mais oui, il y a enfin moi en tout cas de chez moi, il y a peut-être il y a pas loin d'une dizaine de filles qui doivent jouer à Sorare pour le coup. Donc ouais, c'est juste qu'elles font moins de bruit peut-être, et puis elles sont pas du tout présentes sur tout ce qui est les autres streams et compagnie. Elles jouent un peu dans leur coin. On en parle quand on est sur mon live, mais c'est peut-être pas des personnes qui vont consommer du Sorare sur d'autres lives, etc. Ce qui fait que du coup t'as l'impression qu'il y a que des garçons. Mais oui, bon, majoritairement évidemment sur Sorare vous êtes largement majoritaire, mais on arrive, on n'est pas très loin, on arrive. Allez, super. Et tu contribues certainement aussi à cet onboarding là avec Marie, je pense. Oui, c'est ça. Après, je trouve qu'avec le temps, il y a de plus en plus de filles qui, pas dire assumées, mais qui s'intéressent au foot, par exemple, parce qu'à l'époque, il y a quelques années encore, quand tu t'intéressais au foot, si t'étais une fille, on disait que t'étais garçon manqué ou des trucs comme ça. Je trouve que maintenant, ça a quand même bien évolué. Les gens s'en foutent, au contraire. Moi, j'ai jamais eu de soucis, etc. Par exemple sur Sorare ou autre, mais ouais, je pense qu'on va vers du bon, on va vers, je pense, de plus en plus de filles dans le domaine parce qu'elles s'y intéressent et c'est tant mieux. À fait. Ouais. Alors, question de Sorare Bragg, l'histoire derrière le Vose Stadium de Captain Sorare peut être intéressant. Alors, je connais Captain Sorare, mais je connais pas le Vose Stadium. De quoi s'agit-il? Ah ouais, alors en gros le stadium c'est un side game, etc. Ils m'ont contacté et moi je leur ai dit moi je suis complètement chaude à l'idée. En gros c'est les gens pouvaient mettre les cartes qu'ils voulaient, etc. pendant tout un week-end et puis les 3 premiers qui faisaient les meilleurs scores du coup remportaient des cartes, et je pense qu'on le refera d'ailleurs dans le futur. C'est gratuit, moi je gagne rien là-dessus, c'est juste pour faire gagner des cartes aux gens, et en plus ils ont gagné pas mal, enfin des belles cartes, il y avait du Dizazi, etc. donc pour le coup c'était cool, et je le referai de toute façon en général quand on me contacte pour de la promo, parce que globalement sur d'autres trucs je fais payer sur Twitter et compagnie, mais quand c'est du Sorare je fais jamais payer. L'idée c'est juste de faire gagner des cartes aux gens, donc là c'était Captain Sorare, et puis bientôt ce sera autre chose, mais voilà, le but c'est, j'aime bien un peu entre guillemets aider les gens dans leur aventure Sorare, parce que déjà on a la même passion, et puis parce que moi je kiffe Sorare, et je me dis que si j'avais pas forcément de budget, recevoir un Dizazi, un Kim Min-jae, etc., ça me ferait super plaisir. Donc je pars de ce principe là, donc ouais, je suis sur Twitter, j'essaye de mettre pas mal de trucs en place pour que les gens puissent gagner des choses gratuitement, quoi. Super. Et la communauté elle est chouette pour ça. C'est vrai que les trucs gratuits. Alors là, dans notre groupe Discord So Addict, on a fait aussi des giveaways. On avait fait une So Addict Cut. D'ailleurs, on va la refaire. Et de temps en temps aussi, c'est gai de faire des giveaways quand tu as une belle galerie, que tu gagnes des trucs. Je te rejoins tout à fait. C'est gai de faire plaisir aussi. Après, j'aime bien aussi mettre des certaines conditions aussi, parce que t'en as qui font que ça. T'as des comptes qui font que
Ouais, il y a beaucoup de bots aussi. Voilà, ils retweetent absolument de tout et n'importe quoi, en dehors de Sorare et tout. Et là, je suis un peu plus regardant. Je voudrais vraiment que ça aide quelqu'un à s'améliorer. Ouais, moi je te rejoins complètement. Après, c'est vachement difficile de faire le tri, mais ouais, je suis totalement d'accord. Alors, question de Vesti. Quelle est ta carte de cœur que tu ne vendras jamais et pourquoi, si jamais t'en as une? Objectivement, j'ai pas forcément de carte de cœur. Après, il y a des joueurs avec lesquels j'ai beaucoup plus d'affinité que d'autres, que ce soit par leur jeu, que ce soit par si on parle vraiment que même par leur scoring, tu vois. Mais j'ai pas. Après, je pense que en numéro 1, je mettrais tout ce qui est Tadic, Neymar parce que c'est deux joueurs que j'adore. Donc, je pense que c'est eux que j'aurais le plus de mal à vendre, même si en fait je pense même pas que je les vendrais finalement, mais j'ai pas d'attachement particulier à une carte pour le coup, ou alors j'ai pas en tête, mais t'as pas une carte porte-bonheur par exemple ou... Porte-bonheur, écoute, franchement non. Si jamais je fais un top 1 bientôt avec une carte et que je gagne un Kimmich ou un Mbappé rare, je viendrai te reparler en te disant que oui, en effet, il y avait peut-être une carte, mais non. Ton après, Bellingham par exemple, non, c'est pas... Bellingham, j'adore, mais si demain j'avais à le vendre, je pense que je suis assez détaché pour le faire. Je pense que je pense Tadic en vrai. J'ai jamais pensé à le vendre, par exemple, même quand il jouait plus à son poste. Et que tout le monde est en mode putain mais t'as dit je vais plus scorer, il va devenir nul, parce que tu sais les gens ils sont tout le temps dans l'abus, le mec il va faire 300 et puis derrière il va faire 260, ils vont te dire il est finito etc. C'est un peu ça rare, et moi j'ai toujours dit j'ai aucun doute sur la personne et je vendrai pas. Là j'ai la SR, en étant tout à fait honnête, je vais la garder jusqu'à temps qu'il prenne sa retraite, je pense, parce que je pense qu'il a encore au moins 1 an et demi facile. Je garderai jusqu'à la fin et puis voilà. Et puis il pourra prendre sa retraite dans ta galerie quoi. Ouais, après le plus tard possible, hein, évidemment. T'as dit si tu m'entends, c'est pas non plus demain quoi. Voilà, je prends ton temps, c'est pas pressé quoi. Ok, dernière question, elle est un peu légère, hein. À mon avis c'est un de tes viewers abonné, Jim Carrera. Non, je ne connais pas, ou alors ça me dit rien. Il dit après, de quelle couleur est ta Mustang? Bon, je présume qu'il sait que t'as une Mustang ou bien non, ça a rien à voir. Alors si j'en ai une et je l'ai déjà mis je crois sur Twitter, mais elle est grise avec des bandes blanche grise un petit peu aussi. Okay, mais pas de nouveauté sur la Mustang. Je pense que je rachèterai une nouvelle voiture bientôt. Écoute, on arrive à la fin. Je sais pas si t'as un mot de la fin, un conseil, n'importe quoi à dire écoutez, aux personnes qui nous écoutent. S'il y a des gens qui écoutent et qui ne sont pas encore sur Sorare, qui ne se sont pas lancés, n'hésitez pas. Franchement, je pense pas qu'on puisse vraiment regretter de se lancer sur Sorare. Par contre, vraiment, je pense le meilleur conseil que je puisse donner, et qui est respecté par très peu de personnes a priori, c'est vraiment l'argent que vous mettez. Dites-vous, quand vous le mettez, que c'est la somme que vous mettez, c'est de l'argent que vous pouvez perdre. C'est-à-dire que si demain Sorare s'effondre, vous serez pas impacté par la somme perdue, parce que moi, je pense que ça, c'est un réel problème sur Sorare, et je pense qu'on en parle pas assez. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent beaucoup trop d'argent, en tout cas de l'argent qu'ils pourraient pas forcément perdre, et comme ils sont extrêmement impliqués du coup, parce que c'est de l'argent qu'ils veulent pas perdre, ils vont prendre des mauvaises décisions, ils vont avoir tendance à surréagir, que ce soit quand le marché monte ou quand le marché baisse, et je pense que c'est pas bon. L'idée c'est de dormir tranquille. Sorare c'est un jeu, il faut s'amuser. Si vous vous amusez pas parce que vous êtes trop stressé vis-à-vis de votre investissement, c'est qu'il y a un problème. Donc vraiment faites attention aux sommes que vous mettez, faites attention à qui vous parlez, qui voudrait vous vendre le lien d'affiliation, etc., et qui pourrait vous faire mettre des sommes que vous pourriez pas vous permettre finalement. Moi je pense que voilà, le plus important sur Sorare, c'est que l'argent que vous mettez, faut que vous soyez bien avec ça, que quand tu t'endors, tu dises pas putain j'espère que le TH va pas down, ou j'espère que le marché va pas prendre un coup, etc. Regardez pas tout le temps votre galerie, le montant, etc. On s'en fiche, l'important c'est de gagner des rewards, et puis avec le temps ça montera, et puis voilà. Ouais, c'est une excellente conclusion, et il y a pas mal de managers, d'invités qui expriment exactement la même chose que tu as exprimé aujourd'hui, et c'est bien de le rappeler de temps en temps. Marine, je te remercie énormément pour cette discussion. Ça s'est passé vraiment très vite, et puis finalement on est quasiment à 1h30. Merci encore, et écoute, à très bientôt sur les réseaux. Merci beaucoup à toi, et à très bientôt. Encore merci à Marine et à vous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, on vous remercie de le partager autour de vous et de mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour écouter notre podcast. Ça nous donne un sacré coup de pouce. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, comme d'habitude, des excellentes Game Week et des jolis rewards. C'était Magic Mehdi de Mediasorare.com. Mediasorare, le premier podcast francophone dédié à Sorare.